Et non, tu devrais te concentrer sur un seul instrument. Ce qui est à la fois un bon conseil et le plus mauvais conseil qu'on peut te donner aussi, parce que c'est justement parce que j'ai touché à tout que je peux faire ce que je fais maintenant. Qui disait le meilleur outil de l'arrangeur, c'est la gomme. Bah oui. Celle-là, je trouve qu'elle est, je la retiens, tu vois, c'est un mantra, quoi. Chose super cool, c'est qu'en fait, si jamais tu joues en mode rétro, Ouais. en fait, les musiques de cinématique restent. Donc en fait, il y a que les musiques de Koshiro et les miennes, si tu joues en mode rétro. Du coup, bonjour. Salut! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Ça fait pas juste 20 minutes qu'on parle en off, hein, tout va bien. Tout à fait, voilà. On a eu le temps de dire plein de trucs et de parler du mal de plein de gens. J'adore ces moments-là. Du coup, écoute, bienvenue sur la chaîne. Ça fait quand même un moment qu'on se connaît, je crois. Ça fait quand même quelques années. Hein. Et je me suis dit, bon, quand même, ça serait quand même sympa que tu viennes parler sur la chaîne, parce que tu as un parcours qui est quand même plutôt conséquent. Tu as fait des sacrés beaux projets. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, voilà. Alors, je m'appelle Henri-Pierre Pellegrin, vous pouvez me connaître sous le pseudo HP, et je fais des musiques essentiellement de jeux vidéo depuis 20 ans, même plus de 20 ans maintenant. Notamment, récemment, j'avais fait toutes les séries de Styx Master of Shadows, Shards of Darkness, et il y a un autre qui sort bientôt aussi, qui est annoncé. Mon premier projet, en fait, je suis rentré dans le jeu vidéo par Trackmania, Virtual Skipper. J'ai bossé ensuite quelques années chez Gameloft et j'ai fait pas mal d'années de freelance au début de Game Audio Factory, G4F. Et maintenant, je suis en freelance donc depuis un peu plus de 10 ans. Et je fais aussi depuis peu de la série d'animation. J'ai notamment composé pour la série animée Le Collège Noir avec le studio La Cachette. Super projet. D'un point de vue musical, je suis pianiste, mais bassiste aussi. En fait, à 14 ans, je me suis mis à la basse parce que j'écoutais beaucoup de groupes de rock et de funk. Donc voilà, après mes idoles type Flea, Marcus Miller, Victor Wooten, tous ces gens-là. Et après, en tant que compositeur, producteur musical, je fais pas mal d'autres instruments, un peu de guitare. Je pense que j'ai un faible. Je suis un peu un faux guitariste, mais j'aime bien en jouer. J'ai une passion pour les leads de guitare. Ça se voit. voit. En écouter des heures sur YouTube. Les guitares, les shredders, ça m'a toujours. Quand on regarde le fond de ton studio, ça se voit. On a un indice qu'il y a un schéma. Et après, j'aime bien aussi collectionner des instruments à la con pour essayer de souffler dedans, donc notamment des flûtes. Parce que ça se joue relativement simplement et puis c'est un bon outil pour quand tu es moitié sound designer, moitié compositeur. Oui. Voilà. Donc, voilà. On a fait un peu le tour. Bon, vous l'avez pas vu en off, mais il m'a fait un petit solo de guimbarde. Voilà, j'ai pu voir j'ai vu des choses. Je pourrais t'en refaire un après. Donc tu disais, tu as commencé avec la basse à 14 ans. Est-ce que tu avais déjà une fibre musicale avant? Est-ce que tu as fait d'autres choses? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, ton rapport à la musique, ça a vraiment commencé vers l'adolescence? Non, ça a commencé bien plus tôt. Dans les romans familiaux, on aurait tendance à dire que ma mère m'avait amené chez un prof apparemment qui avait dit mais ce gamin en fait il faut qu'il fasse de la musique, il a vraiment quelque chose. Je crois que j'arrivais assez facilement à reproduire des notes au piano, enfin j'avais des prédispositions et puis surtout j'aimais ça. Donc j'ai fait de l'éveil musical assez tôt. Donc voilà, la musique, c'est quand même un truc dans lequel je suis tombé dedans assez rapidement. J'ai pris des cours particuliers de piano. Mes frangines avaient pris des cours, mais elles ont arrêté. Moi, j'ai continué. Et puis à un moment donné, je me disais, je voulais faire ça, tu vois. Enfin, j'ai failli aussi rentrer en OR-CHAM quand j'habitais à Toulouse, en horaire aménagé musique. Ça s'est pas fait pour diverses raisons, parce qu'il y avait des mutations professionnelles de mes parents. Et après, il y a eu une phase un peu où justement l'enseignement musical ne me convenait pas, parce qu'on n'avait pas trouvé un prof suffisamment pertinent, tu vois, par rapport à... Et moi, je crois que j'étais vers l'âge de début du collège ou fin du primaire, je chantais plus trop le truc. Et on m'a inscrit à une prof qui faisait des cours de jazz. Et là, en fait, c'est revenu. Et j'ai enchaîné après à suivre toujours à côté de l'école beaucoup de musique.
Entre-temps, je suis tombé aussi amoureux des jeux vidéo, mais en tant que gamer. Hmm. Et à un moment donné, je pense que l'idée d'être dans le jeu vidéo et la musique, plus ou moins d'une certaine manière, ça a germé. Et petit à petit, voilà, en suivant les formations qui restaient toujours assez généralistes, mais permettaient plus ou moins de faire ce métier-là, je suis arrivé au métier, quoi. Oui, parce que si ça fait 20... Ça fait quoi, tu as dit 25 ans, c'est ça, que tu travailles dans l'industrie, c'est ça? J'ai commencé vraiment officiellement, on va dire 2003. Ouais. Donc 2003, ça fait 22, voilà. il n'y avait pas Ouais, vraiment Internet. je vais sur mes 45 quand même, moi. Donc, Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment Internet. En tout cas, c'était pas comme maintenant. Les écoles, ça n'existait pas dans le jeu vidéo à cette époque-là, je crois pas. Non, Non. pas du tout, parce que moi j'ai fait même une spécialisation et c'était la première année ou la deuxième année de l'Engmin. Mais je suis arrivé juste, j'ai fait un mois en fait au CNAM en fait, parce que c'était la SACEM qui organisait des stages pour ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à avoir cette formation-là. Mais en fait, j'ai suivi, moi, c'était quoi? Il fallait faire. La question, c'était déjà faire du son. Donc, les concours pour Louis Lumière ou les choses de ce genre-là, tu vois, j'ai viré en fait informatique, audio. J'ai fait une fac d'audiovisuel, du coup, à Valenciennes. Ouais, toujours. Enfin, tu vois, rester dans le milieu audiovisuel le plus possible, le plus longtemps. Et c'est à l'issue du stage, en fait, que je suis arrivé. J'ai vu dans les anciens stages de l'école d'audiovisuel qu'il y avait des mecs qui avaient fait des trucs dans le jeu vidéo. J'avais même eu en formation, je crois qu'il y avait Anne Devoissou qui était venue faire un cours, tu vois. Elle bossait chez Wanadoo, je crois, à ce moment-là. Et tu vois, Wanadoo, tu vois, des noms qui sentent bon les années 2000. On est presque au franc, là. Voilà. Caramel et tout ça, voilà. Exactement. Ah mais ouais, j'ai connu le franc. Ah mais moi aussi, mais moi je suis juste la génération, je pense que je vais être la dernière génération qui a connu le franc, en tout cas qui était assez vieille entre guillemets pour avoir connu le franc et savoir ce que 10 francs ça vaut, tu vois, par exemple. Je pense que pour les nouvelles générations, c'est assez facile de savoir ce que c'est la musique de jeux vidéo, d'avoir conscience que ça existe. Déjà, sur ma génération, le fait que la musique de jeux vidéo soit un métier, ça a mis 18 ans quand même, parce que j'ai découvert ça à 18 ans, que c'était un vrai métier. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas... En fait, j'en parle souvent, la musique de jeux vidéo me semblait inatteignable parce que je pensais qu'il fallait faire des grandes écoles aux États-Unis, des trucs comme ça, vraiment savoir lire la musique, savoir vraiment l'écrire sur des partitions, savoir faire des trucs très complexes. Et j'ai découvert que c'était plus accessible que ça par un pote qui m'a parlé d'Isart, parce que moi je suis rentré par Isart. Oui. Et techniquement je suis la deuxième promo de musique et sound design à Isart. Donc en fait, c'était encore un peu des balbutiements, parce que même la musique et le sound design, en tout cas formalisé dans une école, c'était pas encore ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et moi, c'était beaucoup de musique à côté, tu sais, genre des groupes, tout ça, la musique live. Donc, c'était pas forcément tout de suite la musique de jeu. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, il y avait un moyen, parce qu'en fait, justement, dans les années 2000, tu te dis, mais en fait, c'est ultra fermé. C'est que par réseau. Oui. J'avais croisé 2-3 personnes qui étaient ingé son, mais tu sentais déjà que les mecs, ils protégeaient un peu leur bout de gras. Le film, pareil, c'est rien. Et puis, il y avait certains profs d'ingé son qui disaient « Ouais, mais alors le sound design, il y a des trucs vraiment, c'est un truc qui est en train d'émerger. Faut aller là-dedans. » Je dis « Bah, parfait, tu vois. » Et c'est vrai que je me suis d'abord placé d'ailleurs en tant que sound designer. Après, moi, j'ai toujours fait beaucoup de musique à côté. Quand j'étais en fac d'audiovisuel, je faisais un maximum de BO aussi pour les films, tu vois. C'est là où j'ai fait mes premières BO, entre guillemets, d'ailleurs. Enregistrer des musiciens. On avait un petit Pro Tools... une vieille Soundcraft aussi. Après, j'ai fait même une classe de prise de son à Boulogne aussi, où on enregistrait de la musique classique et on coupait, on a fait du montage sur bande. Ah là là. Genre, heureusement, on n'en fait plus. Ça devait être une expérience, ça, parce que moi, ça, pour le coup, j'ai jamais vu, jamais fait. On l'a fait en fait en montage juste sur un simple piste, et déjà c'est horrible. Et je l'ai fait ça un après-midi, ça m'a suffi. Et à Valenciennes, on avait fait par contre un mixage sur du multipiste. Mais pareil, ça aussi, il faut avoir 20 doigts en temps réel sur la console et tout. C'était rigolo, mais pareil. C'est génial le numérique. Ouais. C'est clair qu'on se rend pas compte. Ouais. J'en ai parlé récemment à des étudiants que j'accompagne.
sur le fait que maintenant, moi, ma logique, c'est de me dire tout ce que je peux faire in the box, je le fais in the box. Si je n'ai aucun intérêt, parce qu'on parlait du numérique versus le physique, et je disais la plupart des synthés maintenant en numérique, en VST, c'est bien plus facile de le faire dans un synthé type Vital, Pigment, etc., que de le faire avec un synthé comme je l'ai derrière, en sachant qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'entretien, qu'il y a des pièces qui peuvent lâcher, que des fois vous allez devoir repayer la machine. On parlait il y a le recall aussi, les sauvegardes de presets et tout. T'es là avec ton téléphone, tu prends une photo de ton preset pour pas l'oublier. Enfin, c'est beaucoup de galère. Après, tu sais plus où tu l'as mise, forcément. Ça. Du coup, tu passes 25 minutes à scroller pour trouver la bonne image de ce bon preset. Ah, mais c'est clair que le numérique a fait vraiment gagner beaucoup de temps. Tu sais, déjà en numérique, quand tu enregistres même avec c'est genre avec un préamp. Moi, les réglages du préamp, je les change un petit peu. Et puis quand je reprends un projet, genre quelques mois plus tard, parce que la track, tu la prolonges, si je n'ai pas mis dans les petites notes de Nuendo les réglages que j'avais mis, j'ai tout zappé, quoi. Enfin, après, du coup, j'essaie de pas trop changer, mais et déjà là, j'ai un Warm Audio où en fait je sais plus si j'ai le bouton tone qui est enclenché ou pas, qui fait un truc assez différent, mais je sais jamais en fait. Donc après tu le fais un peu à l'oreille, je l'ai mis, je l'ai pas mis. Alors c'est bien, hein, ça fait travailler, mais déjà en numérique, le risque zéro de te perdre des trucs, ça, c'est pas impossible. Moi j'ai eu le cas récemment, j'ai rouvert des vieilles sessions contact. Bah alors là, si j'avais pas joué la piste, c'était mort. J'ai tout perdu. Ouais, il faut faire rendu sur place et export de stem. Faut pas être. Il y avait une vidéo de Dom Sigalas qui dit ça. Ne soyez pas flemmard. Fin de projet. Tu sais, en fait, t'as fini. C'est vrai que le soir, t'as envie de tout fermer. Et tu dis, oh, je ferai ça demain ou je ferai ça la prochaine fois que j'ouvre le projet. Des fois, tu le rouvres jamais. En fait, t'as fait tes exports, c'est validé. Ta session, tu dis, il faut que je la rouvre. Des fois, ça te prend un quart d'heure avant de tout rouvrir, tout ça, pour un peu que ta machine elle est un peu capricieuse. Et donc, tu le fais pas. Et on te demande de faire un remix 10 ans après. Tu rouvres le truc. Tu fais... j'ai exactement eu ça parce que là ça va faire 10 ans que j'ai bossé sur mon premier projet de jeu qui s'appelle Boiling Bolt, qui est un petit jeu sans grande prétention, mais j'aimais bien les musiques que j'avais fait, mais objectivement j'étais pas assez expérimenté pour faire ce que j'ai voulu faire, et je me suis dit tiens ça serait marrant de juste rouvrir le projet et faire une version 2.0, voir un peu, tu vois, avec mon niveau technique aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait. Et heureusement que j'ai fait en gros mon PC était tellement faible à l'époque qu'il fallait que je fasse des renders de pistes, enfin que je fasse au moins des gelées de pistes pour éviter que ça lag dans le rendu en direct. Du coup j'ai pu retrouver, savoir que ça c'est mes cuivres, ça c'est mes trucs, parce que sinon en 10 ans j'ai changé 3 fois de bécane. C'est mort. J'ai perdu toutes les sessions de Trackmania, justement. Ça c'est ma grande... Et en plus, le pire, c'est que j'avais backupé sérieusement les trucs. Au moins, j'aurais pu avoir les sessions, mais en fait, en plus, j'ai perdu à ce moment-là, j'avais gravé sur CD, si tu veux, à cette époque-là. Je crois qu'on n'avait même pas forcément des disques durs externes ou des trucs comme ça. Et donc, je gravais des CD. Et je pense que j'avais pas mal déménagé à un moment donné, en fait... pendant les déménagements, je me dis, ah putain, ça me saoule, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette pile de CD là? Et c'est la mauvaise qui est partie à la benne. Et surtout, en plus, sur les CD gravés, il y en a qui n'ont pas tenu. Bah oui. Parce que les trucs ont. La matière, en fait, elle s'est barrée, quoi. Alors sachez-le, sur les CD, les DVD, etc., si vous prenez les moins chers, c'est ceux qui dureront le moins longtemps. Oui. Vaut mieux parfois mettre un peu plus et avoir des CD vraiment d'une très bonne qualité, ça vous durera 30 ans, 40 ans. Hein. Mais si vous prenez le premier prix. Une chanson 2 qui marche plus au bout de 5 ans, quoi. Donc l'archivage, c'est important. Ah bah moi je pense que c'est l'investissement le plus rentable que j'ai fait, c'est acheter un NAS. Ouais, ça j'en ai aussi. Ouais. Franchement, c'est déjà ça sauve des vies, parce que si jamais tu parles là, moi j'ai acheté un, je crois attends, je l'ai. Après, il faut mettre des trucs dessus aussi, parce que moi, j'avais le NAS, mais en fait, je mettais rien dessus. Ah non, moi, il est plein. Mais ça, tu vois, ça, c'est un Samsung 870 Evo. Donc, je crois que c'est le meilleur du marché. Il fait 4 Tera. Il est mort. Ouais. Il est genre vraiment... il est mort au bout d'2 ans. Ah oui, merde. Moi, je backup sur deux disques comme ça, maintenant. Je fais ça au cas où. Maintenant, ce que j'ai pris l'habitude, j'ai pas forcément choisi de solution de cloud, mais en fait, le NAS, je le fais vraiment juste sur les projets en cours sur lesquels j'ai besoin d'accéder rapidement. C'est ce que je fais aussi. Et après, j'ai de l'archivage sur des disques externes que je mets en fait à 2 endroits différents, on sait jamais. Et j'en ai 2. Non, après, t'as les solutions en ligne aussi, mais c'est pas forcément donné. Mais
En fait, moi, personnellement, là-dessus, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai mon NAS qui me fait des copies de mes fichiers en local. Donc, tout ce qui est session de projet, ce dossier-là, le disque dur projet, il est automatiquement backupé. Les trucs que je backup pas, c'est tout ce qui va être librairie et les banques son, on va dire, que je peux retélécharger. En fait, tout ça, je sais que c'est pas disparu, je les backup pas. Par contre, mes soundbanks, pour faire du sound design, tout ça, elles sont toutes backupées parce que voilà. Et typiquement, sur ce disque dur-là, j'avais justement toutes mes banques de sons, donc et mes samples. Et j'avais déjà tout backupé, donc ça va, j'ai pas perdu grand chose. Le seul truc que maintenant il faut que je fasse, c'est retélécharger mes librairies Contact, tu sais, qui sont pas. Tu sais, elles ont pas de NC. Attends, comment ça s'appelle? C'est NC, NIT. Ah oui, elles passent pas sur les. Oui, c'est ça. Dans le référencement naturel, dans le menu déroulant. Dans la nouvelle version de Contact Player, machin. Ouais. C'est ça. C'est des anciennes. Ouais. Donc toutes les vieilles banques, il faut que je les récupère, mais bon, ça à la limite, je les retrouve au fur et à mesure. Il faut que j'aille dans mes mails et tout, mais au moins, on va dire que. T'as une bonne connexion pour télécharger. C'est ça. Alors, ça, c'est un vrai sujet, mais je trouve que l'élément le plus important quand j'emménage quelque part, c'est de vérifier la connexion Internet avant d'acheter une maison ou quoi que ce soit, parce que. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Parce que si tu te retrouves avec un débit ADSL, tu vas juste. Perdre beaucoup de temps dans tes journées à télécharger des trucs ou à les envoyer. Moi, je sais que je suis dans une fibre, je suis quasiment à 1 giga. Donc, ah oui, c'est rapide. Donc, autant te dire que quand il faut télécharger ou uploader un truc, ça va très vite. C'est ultra important, quoi. En fait, moi, j'avais alors là, j'ai un CPL parce que c'était en termes d'install, c'était galère de retirer une ligne. Mais j'ai la fibre à la maison. Et en fait, mon CPL, je savais pas, il s'use au bout d'un moment, en fait. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, je comprenais pas, j'avais zéro débit, des trucs comme ça. Mais j'ai mis un peu de temps avant d'oser, tu sais, changer juste le hardware, quoi. Mais ça, ouais, j'ai souffert pendant quelques mois en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, putain. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, parce que parfois, quand on parle de son, on pense santé, carte son, machin. Mais la sauvegarde des données ou l'Internet, c'est aussi important à prendre en compte. Et en vrai, vous pouvez faire des trucs très cool avec juste un PC portable et tout ça. Si vous avez une bonne connexion Internet et de quoi backuper, c'est vraiment tout aussi important, quoi. Souvent, on s'en rend compte quand c'est trop tard. C'est-à-dire que quand on a perdu un disque dur, c'est là où on fait maintenant, je vais investir dans quoi sauver les projets, quoi. Mais je suis content aujourd'hui de me dire que tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans, j'ai tout sur mon NAS, en fait. Et surtout, le risque, c'est quand tu enchaînes justement les projets que tu n'as pas de temps mort, en fait. C'est que moi, j'ai une phase, je pense que j'ai eu du bol, parce qu'en fait, je n'avais pas backupé. Et puis, je me dis, attends, là, tu sais, là, c'est demain, tu as un crash disque. Et tu pleures, mais grave, quoi. Bah oui, c'est ça. J'ai pris le temps d'aller acheter mes petits disques et tout, de moins faire la sécurité, de refaire le ménage sur le NAS qui était blindé, mais qui n'avait pas des trucs intéressants dessus. Qui est maintenant d'ailleurs obsolète. En plus, j'ai une vieille version, il faudrait que j'en rachète un autre. Mais ouais, et puis c'est un budget, en fait, l'air de rien. Bah oui, c'est un budget, mais il faut l'investir. Changer la machine aussi, ouais, voilà. Ouais, de toute façon, le PC c'est l'élément central de tout le reste. Après, le reste, vous pouvez commencer avec une carte son à 200 balles, ça fait le taf pour commencer. Pareil pour les enceintes. Sur Trackmania, c'était une Sound Blaster avec En fait, j'avais un sampler qui était branché en câble RCA derrière, mais j'avais en fait un préamp qui était un Yamaha, un sampler qui était super connu, là, le gros boîtier bleu là. Ah oui. J'avais acheté ça d'occasion, c'était une horreur en termes d'ergonomie. Mais par contre, en fait, c'est vrai qu'il avait un bon son, quoi, enfin un bon échantillonnage et tout. Et donc c'était branché direct, c'est comme ça que j'ai pu enregistrer des guitares ou des choses dedans. Donc c'est une espèce de prod hybride, mais avec un écran cathodique et une vieille Sound Blaster, quoi. Mais d'ailleurs, tant qu'on parle de Trackmania, comment tu as eu l'opportunité de travailler là-dessus ? Ça s'est fait comment ? Alors je te dis, c'était le stage donc de la fac d'audiovisuel. Je suis arrivé moi je devais être chef de projet sur ce truc-là. En fait, parce que c'était une formation de chef de projet, c'est genre master en médias interactifs, ça s'appelle maintenant. Et donc, j'arrive, mais en fait, avec mon portfolio, j'avais un site qui parlait que de ce que je faisais en musique. Ah. Le mec, ouais, bonjour, c'est pour faire chef de projet. Donc, tu vois, là, j'ai fait la musique de ça, j'ai fait la musique de ça. Le mec, pas du tout cohérent. Elle dit, donc, on n'a pas de mec qui fait les sons et la musique, ça t'intéresserait ? Ah bah ouais. Mais c'était pas connu, en fait. C'était les mecs qui bossaient en fait à mi-chemin. Ils avaient ce projet-là, moi, qui ressemblait à Micro Machine. J'ai testé la démo, j'ai fait là, mais j'étais comme un fou, j'avais l'impression d'être un ado.
Et voilà, en fait, donc c'était un énorme coup de bol. Il bossait sur Virtual Skipper en même temps. Et voilà, moi j'ai fait mes 6 mois de stage à faire le son et à bûcher comme un fou pour mettre à niveau justement des prods, comment faisaient les ricains pour bosser, tout ça. Contacter après des mecs qui étaient dans ce secteur-là en France, si jamais j'en trouvais, pour avoir des infos, comment ils bossaient. Donc ça s'est C'est fait comme un ça que je suis peu. arrivé. Ça s'est un peu Ça fait s'est comme fait, ça, quoi. ouais, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est là, en fait, après, par contre, j'avais déjà l'idée, en fait, de la musique de jeu, de faire de la musique de jeu ou du sound design dès mes premières années de fac. Le projet, c'était vraiment un peu plus refermé, quoi. Et là, j'ai senti, tu vois, genre le truc qui peut se réaliser. En fait, en me disant, ouais, c'est bon, en fait, les opportunités sont là, il y a moyen. Je pense en grattant un peu, voilà, en cherchant, enfin en me bougeant un peu le cul, je pouvais y arriver. Dans le même temps, j'avais un collègue de fac, lui qui bossait chez Milan Presse, qui m'a dit, ouais, le mec qui fait les zik pour nos CD-ROM, il est pas foufou. Tu veux pas envoyer une démo là à ma boss? Et j'ai envoyé ça, et on a fait un essai, ça a collé tout de suite. Alors qu'avec le mec avec qui je balançais des démos, ils n'étaient pas tout de suite dans le ton. Et en fait, j'avais tout de suite la vibe. Et du coup, j'ai eu les premières piges comme ça. Gros coup de bol aussi, c'est que c'est des piges régulières. Donc en fait, quand tu commences à avoir des clients un peu réguliers comme ça, tu peux petit à petit réussir. Après, j'étais encore en phase de progression. Tu vois, j'ai bossé un peu à côté dans un ciné, vraiment pas longtemps. Et après, j'ai essayé de me former aussi à côté. Et là, le gros coup de bol qui m'a fait vraiment rentrer dans l'industrie, c'est qu'après, il y avait une offre d'emploi chez Gameloft. Alors, il y avait la première déjà à Montréal, mais je l'avais ratée, mais je pense que c'était pas passé loin parce que j'étais français. Et c'était un peu plus compliqué de me faire venir. C'est trop marrant. Et il y a une deuxième offre, en fait, qui est arrivée pour le studio qui s'ouvrait à Aurillac. Et personne ne voulait aller dans le Cantal. En fait. Bizarre. Bizarre. Et moi, j'ai fait, mais non, mais moi, attends, je suis au début de ma carrière. J'avais pas d'attache à ce moment-là. Alors, la blague, c'est que j'ai rencontré ma femme juste avant de partir. Mais en fait, voilà, après, du coup, ça a enchaîné. Et voilà. Alors, c'est marrant parce que ça nous fait un point commun que je ne savais pas. Parce que j'avais aussi postulé à Gameloft Montréal quand il y avait une offre de compositeur de musique et j'avais passé les entretiens et tout, ça s'était super bien passé. Et le truc qui a bloqué, c'est que j'étais en France et que c'était plus compliqué de me faire venir que de prendre quelqu'un sur place. C'était en quelle année, ça, du coup? Ah non, c'était récent, hein, par contre. Mais c'est marrant, ouais. Parce que moi, c'était alors ça devait être en 2018. Ah oui, j'étais plus là depuis longtemps. Ah oui, mais c'est marrant, on va dire que c'est marrant le parallèle de la même expérience, le même résultat. Ouais. Parce que c'était une période, je me rappelle, un peu charnière où je me disais, est-ce que je reste en France ou est-ce que je tente le Canada, parce que Montréal, mine de rien, c'est un gros vivier jeux vidéo. Et comme c'était encore le tout début, là-bas. Ouais. Oui, c'est ça. Et comme c'était encore le tout début, je me demande si c'était avant ou après. J'ai bossé sur Fisherman's Tale, je sais plus. J'avoue, ça fait un moment. Mais je me rappelle que c'était un peu charnière. Je me disais, je sais pas quoi faire. Au final, je suis resté. Mais ouais, c'est assez marrant, Ouais, on a tous plus ou moins un lien avec les Guillemot à un moment donné de notre vie. et c'est vrai que le Canada, c'est vrai que c'était vraiment la destination. Moi, j'étais persuadé que tôt ou tard, je devrais y aller, en fait. Je pense qu'on passe tous par là. Quand je regardais, je lisais quoi? Je lisais Megaforce quand j'étais ado, justement. Et il parlait des écoles au Canada, des studios au Canada, tout ça. Et à un moment donné, de toute façon, surtout dans le son, la culture du son en France n'était pas trop développée. Et du coup, à part Ubi, tu sentais que c'était soit l'Angleterre, soit les US, soit le Canada, éventuellement un peu la Scandinavie ou l'Asie. Mais c'est vrai que la France... On l'oublie parfois, mais le marché du jeu vidéo étant déjà très jeune, c'est un marché très jeune. Mais alors en France, c'est extrêmement jeune. Et au final, on a quoi? On a trois grands studios, on va dire, vraiment français, qui font des gros jeux, etc. On va en avoir plein de petits studios indés, mais c'est vrai que on est encore qu'au balbutiement finalement. C'est encore le début, quoi. Alors, je suis allé voir ta page Wikipédia par curiosité quand même, et j'ai vu un truc qui m'a fait rire. Tu as fait les musiques pour Amour Sucré? Oui. Alors, tout à fait. Alors, je trouve ça extrêmement drôle. Comment ça s'est fait? Je suis trop curieux là-dessus de voir justement, c'est quoi l'histoire derrière ça, quoi. Amour Sucré, c'est en plus en termes de chronologie, c'est juste après Gameloft, en fait. Voilà. Après la fameuse crise des subprimes qui a fait un peu de mal à l'industrie du jeu en 2008-2009.
où clairement, en fait, alors qu'on aimait bien mon taf, on m'a gentiment proposé d'aller au Canada pour réduire les coûts, tout ça. Tu vois. Et j'ai fait, bah non, en fait, j'ai envie de découvrir la vie, de voler de mes propres ailes. Et du coup, je suis parti. En fait, ma femme était partie en Bretagne à ce moment-là pour un boulot. Et du coup, en fait, Amour Secret, c'est fait par B-Move, qui est à Nantes. Et donc, j'étais en phase de recherche de clients, en fait, dans le coin. Donc, en fait, il n'y en avait pas 36 000 à qui il fallait envoyer des démos. Et du coup, c'est arrivé comme ça. Et ils commençaient d'ailleurs Amour Sucré. Avant qu'ils fassent Amour Sucré, ils étaient sur Mabimbo, qui était un gros succès. Ça me parle. Voilà. Et donc, il a fallu que je fasse en effet des musiques très un peu commerciales, un peu typées, girly. Je ne sais pas si je fais des stéréotypes de genre comme on ne pourrait plus faire maintenant. Et j'ai bossé pour eux pas mal de temps. J'ai fait ça, j'ai fait Eldaria aussi. Et après, j'ai arrêté parce que voilà, c'était pas forcément aussi mon kiff. Oui. Voilà. Bah, c'était surtout parce que, de ce que je comprends, c'est comme tu sortais tout juste de ton contrat et que tu cherchais justement à te lancer en freelance, bah tu faisais tes premiers contrats et tes premières armes, on va dire, en dehors de structure. Et donc, tu vivotais un peu à droite. J'ai vu aussi que du coup, dans à peu près la même période, tu avais fait Urban Rivals aussi. Ouais, là, je faisais du freelance avec Game Audio Factory à ce moment-là, ouais. Mais et puis c'était une période en fait 2010. Il y a eu vraiment une période assez galère pour le jeu vidéo en fait. Justement entre 2009 et jusqu'à 2014, c'est reparti un petit peu. Où il y avait que du jeu web, du jeu mobile, mais il y avait que des prods avec pas beaucoup de budget. Et puis moi, c'était aussi c'est le début aussi, donc c'était pas forcément les meilleurs prods. Ouais. Et puis moi, ça a vraiment développé après quand... en plus, j'ai fait un choix, en plus d'être parti vraiment sur de la prod musique, mais d'avoir quelques plus gros noms. Ça a commencé avec Arclash, en fait. Arclash Legacy en 2013 pour Cyanide, mais via G4F encore. Et Styx aussi, forcément, quoi, qui m'a donné un peu plus de visibilité. Puis après, j'ai eu des choix aussi, moi, en termes de prod, de choix marketing que j'ai fait sur ma carrière qui, je pense, m'ont mis un peu plus en avant. Justement, essayer de délaisser la com sur les projets qui n'étaient pas forcément intéressants. Tu vois, aussi, avant, je le fais toujours un peu parce que je suis pas très, je suis un peu n'importe quoi en market, mais j'avais tendance en fait à faire de la pub que sur un peu sur tout. Tu vois, genre j'ai tout fait, j'ai regardé, j'ai fait tout ça. Oui. Et après, j'ai fait de la promo sur les projets que je voulais faire ou qui qualitativement aussi me faisaient monter aussi en disant ah oui, mais en fait, ça faisait plus musicien d'enregistrer des cordes et tout ça, tu vois, de travailler avec des vrais musiciens. Et en fait, tu changes en fait de statut dans l'imaginaire de tes clients. C'est qu'en fait, tu passes pas pour un mec qui bidouille des sons électro sur son PC. Tu es sur un musicien qui enregistre des orchestres et tout ça. Et du coup, en fait, tu as une image en fait de musicien, de film, entre guillemets, qui est un peu plus noble. Mais en fait, pour passer cette étape-là, si jamais tu bosses que sur des prods qui n'ont pas le budget, tu es un peu bloqué. Donc, à un moment donné, moi, j'ai fait l'effort de prendre un peu sur mon budget pour moi, en me disant, de toute façon, ça passerait pas, pour que la part market soit plus importante. Chose que je fais moins maintenant, où je capitalise plus sur ce que j'ai fait jusqu'à présent. Tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est un truc que j'explique souvent aux gens, c'est que la problématique de montrer tout et n'importe quoi, parce que encore une fois, on peut faire des projets en dehors de ce qu'on a envie de faire parce que il faut manger, etc. Ça, c'est pas un problème. Oui. L'enjeu, c'est après de savoir sur quoi tu communiques. Et ce que tu vas communiquer va attirer le même genre de clients. Parce que si tu montres que des tracks électro, tu vas attirer que des clients qui vont atteindre ce genre de musique-là. Ce qui peut être très bien si c'est ce que tu vises. Mais ce que tu renvoies et ce que tu montres, c'est l'image et que vont avoir les gens de toi. Et ça va être aussi l'image En fait, les gens aiment bien, pour simplifier les choses, ils aiment bien mettre les gens dans des cases. C'est plus facile pour ranger, dire lui il fait de la musique orchestrale, lui il fait de la musique électro. C'est plus simple que de dire alors lui il fait de la musique orchestrale en VST, de devoir aller au plus précis. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux étudiants que j'accompagne, c'est si vous savez ce que vous voulez faire, mettez en avant vos forces à fond. Si vous faites de l'orchestral, mettez-vous en avant là-dessus et montrez que ça, parce que vous allez attirer des gens qui ont le but, qui cherchent des gens qui font ça et qui auront probablement plus de budget pour justement aller chercher ce truc-là, quoi. Donc, et c'est super important, quoi. Après, je dis en plus, moi, j'ai la malédiction d'être un peu versatile, d'aimer un peu tous les styles, je comprends. D'aimer tous les instruments. Déjà de base.
Je me suis pas fixé sur un seul instrument, donc déjà je pars avec un handicap, ça on me l'a répété à tort et à travers quand j'étais musicien. Et non, tu devrais te concentrer sur un seul instrument. Ce qui est à la fois un bon conseil et le plus mauvais conseil qu'on peut te donner aussi, parce que c'est justement parce que j'ai touché à tout que je peux faire ce que je fais maintenant. Il faut trouver le moyen d'écouter les conseils. Mais pour la partie du moins marketing, c'est vrai que quand tu fais plein de styles différents, c'est très difficile de se brander en fait, enfin Bien sûr. de se vendre, enfin de. Et moi, je galère toujours, hein, d'ailleurs, je sais pas. Et puis des fois, tu as des envies qui changent, tu vois, à chaque fois que je finis une prod orchestrale très compliquée, je me dis, mais plus jamais. Genre, c'est tellement épuisant, soufflant. Enfin, et, tu sais, entre toute la phase de validation, d'enregistrement, de mixage, d'édit et tout, tu te dis, mais je vais bosser qu'avec des synthés. On voit ça parfois sur LinkedIn ou Twitter, les gens qui mettent leur session de mixage orchestral et t'as genre 1000 pistes avec... et moi, je suis en mode, vraiment, c'est mon enfer. Si je peux faire ça, vraiment, en fait, j'ai tendance à vouloir faire le plus avec le moins possible maintenant. Parce qu'en fait, plus tu rajoutes de pistes, déjà, plus ton processeur il a envie de mourir, ce que je comprends tout à fait. Et en plus, c'est illisible. Et des fois, j'ai parfois l'impression que pas mal de compositeurs mettent plein de trucs parce qu'ils savent pas faire avec un truc. Tu vois ce que je veux dire? Genre, au lieu de mettre une banque vraiment bien et de savoir que c'est cette banque là qu'il faut mettre, ils vont en superposer 3. Et en fait, genre si tu superposes trois violons qui font la même chose, ça fait plus gros, mais en fait c'est juste une question de volume. Ça fait juste monter le volume et ça rajoute pas forcément beaucoup plus de détails en fait. Ça rajoute de la masse en fait. C'est ça. Pas de détails, mais ça peut rajouter de la masse. Mais en fait, c'est et oui. Et puis c'est avant en fait, on était un peu obligé de faire ça parce que la banque simple sonnait pas bien. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que en fait, quand tu bosses avec des instrumentistes, plus ça va, plus tu essaies de retirer des choses. Mais moi aussi, hein, je suis aussi dans le. J'ai une citation d'un mec que j'ai eu en coaching musical quand j'avais un groupe, qui disait le meilleur outil de l'arrangeur, c'est la gomme. Bah oui. Celle-là, je trouve qu'elle est je la retiens, tu vois, c'est un mantra, quoi. Enfin, bah oui. C'est souvent. Et puis, j'ai un autre pote compo qui disait Less is more aussi, tu vois. Alors, au début, j'étais un peu à vouloir. Moi, j'étais à charger beaucoup en plus, hein, j'aimais bien. Et puis, je composais comme ça me permettait de ne pas avoir de syndrome de la page blanche, en fait. Tu sais, tu avances et puis, en fait, tu pars. Tu sais que tu dois rendre la track avant le soir parce que sinon, c'est cuit. Et donc, tu dis, bon, ça, c'est pas génial, mais bon, au pire, je reviendrai dessus après. Et souvent, des fois, tu as la deuxième idée, tu vois, tu fais un contre-champ par-dessus, puis finalement, en fait, la première piste, tu la vires. Et en fait, faut quelque chose qui te mette en mouvement, quoi. Mais ouais, sur les arrangements, j'essaie aussi de réduire un maximum et d'être plus ça va, de mettre un seul instrument et de travailler maintenant la chaîne d'effets. Et mes sessions, moi, elles sont pas très grosses et elles sont assez bordéliques. Tu vois. Donc ça me fait marrer aussi quand je vois les grosses sessions où le mec il a fait un template, il a dû passer 3 jours à faire un template. C'est ça. Et c'est vrai que ça impressionne. Hein. Enfin, franchement, je suis tombé sur un gars comme ça qui, en fait, du coup, il met un seul accord et tout de suite ça lui sort un truc ultra épique. Je fais, ouais, pas mal. Ouais. Et puis en fait, je relance ma session et j'ai un truc que je fais aussi, c'est que je repars des sessions vierges. Moi. Je bosse assez peu avec des templates. Le seul truc que je fais, c'est pour gagner du temps, je prends des pré-réglages d'un projet que j'ai déjà fait pour arriver tout de suite à un son que je veux. Bien sûr. Tu vois, mais moi, ce que j'aime bien aussi partir de la page blanche. Ça va dépendre des projets. Après, ça peut m'arriver de créer des templates quand je bosse sur un projet. Par exemple, si je veux retrouver des sons particuliers, des trucs comme ça peut m'arriver sur Ableton, c'est bien foutu, c'est que tu as vraiment ce truc où tu peux aller ouvrir un projet dans le projet avec le navigateur et tu peux aller importer un instrument directement et ça t'importe la piste avec le truc. Ça m'arrive de le faire. Mais c'est vrai que j'aime bien partir d'une page blanche. Par contre, ce que je fais souvent, c'est que je pose ma structure. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de composer, soit j'ai une boucle en tête et je la travaille, soit je pose ma structure dès le début, genre intro, machin, bidule, et je fais toute ma structure et à partir de là, je commence section par section. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai que pour revenir un peu sur le truc un peu compo avec les grosses sessions, quand j'ai commencé la musique, c'était pareil, je mettais beaucoup de pistes. Je me rappelle sur Don't Forget Me, on est arrivé pas loin des 100 pistes parfois, alors que c'est que de l'électro. Mais il y avait aussi des raisons techniques, c'était le fait que je voulais avoir un truc avec beaucoup de couches et beaucoup d'éléments qui s'entrecroisent, tu vois, avec parfois tu vas avoir un élément qui va apparaître sur 3 secondes, puis tu vois, il va réapparaître 1 minute plus tard. Et de créer un peu ces effets de nappe sonore où tu n'arrives pas à distinguer tous les éléments. Mais je crois que c'est le projet le plus gros et je crois que c'est le dernier projet où j'ai vraiment apporté beaucoup de choses. Et depuis, j'ai tendance à vouloir vraiment faire le moins possible. Et souvent, quand je compose, je rajoute et après, je supprime. C'est-à-dire qu'en fait, je teste des trucs et je supprime au fur et à mesure. Et sur les pistes, sur les projets de compo, je trouve que c'est ok d'être bordélique parce qu'en fait, t'es dans l'imagination, t'es dans l'inspiration, tant que ça vient, tu composes. Par contre, sur le mix,
J'en parlais avec un compositeur, je suis ultra rigide, vraiment. C'est là où je commence à regrouper toutes mes pistes, à remettre toutes les couleurs au même, tu vois, de tout grouper pour que ce soit le plus clean possible. Parce qu'en fait, en mixage, je trouve qu'il y a un enjeu de si ton organisation n'est pas bonne, ton mix, ça va devenir laborieux de le mixer en fait. Parce que tu vas devoir. Parce que tu vois, un truc tout bête, si tu as plusieurs éléments de percussion et ta basse, et que tu veux créer un rapport basse-batterie un peu proche, ou en tout cas j'aurais géré le rapport, que tu es obligé de faire solo. Alors attends, je scroll, solo, scroll, solo. Ça devient vite laborieux quoi. Ouais, non, en mix, il faut essayer de grouper au maximum, je suis d'accord. Sinon, Et même pour l'archivage, quand tu vas vouloir rouvrir ta session dans 10 ans, si tout est bien rangé, coloré, au moins tu te dis bon, pour la section mix, je peux la récupérer, je peux réexporter les stems au propre quoi. Au moins t'es pas perdu quoi. Oui, et puis pour le côté musique interactive, si tu as besoin en fait d'avoir des en regroupant toutes les percus, tu regroupes des fonctionnalités. Donc en fait, tu peux ensuite après quand tu fais sur Fmod ou Waze d'avoir des rôles en fait par instrument. Oui, puis tu peux exporter. Et puis en plus, si tu as tout groupé comme il faut, tu peux exporter toutes tes percussions ensemble, tu peux exporter tous tes pads, tous tes machins. Et ça faut être rigoureux. Oui, faut être rigoureux. C'est ça. Vous avez le droit d'être bordélique pendant la créa. Par contre, quand on arrive au mix, serious business. On commence à faire du rangement. Ou alors tu fais mixer par quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, tu fais mixer par d'autres? Parce que moi, c'est un truc... Non, pas pour le moment. Je pense que j'y arriverai à un moment donné. Pour le moment, j'ai pas eu besoin de le faire parce que en fait, j'ai quand même fait des prods plutôt grandes, mais j'ai eu la rigueur de vouloir me former sur la partie mixage et mastering. Donc j'ai fait une grosse formation de 2 semaines sur le sujet pour vraiment, avec quelqu'un qui savait le faire, pour vraiment me pousser là-dessus. Ce qui fait que je dois être dans les plus rigoureux, je pense, sur la partie mix. Maintenant, je m'exclus pas, tu vois, sur des projets notamment, si un jour je dois enregistrer un orchestre ou un truc comme ça. De déléguer, de déléguer, parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles je pense que, tu vois, si demain je dois faire un projet vraiment, je sais pas, un double A, un triple A avec de l'orchestre, là effectivement je vais déléguer parce qu'en fait je sais très bien que cette personne-là fera bien meilleur que moi. Et sur du double A, triple A, je considère qu'il y a aussi un enjeu de qualité de production qui est quand même pas le même. Oui, et puis surtout ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui prend du recul sur tout ce que tu as fait. Oui, c'est ça. C'est aussi l'enjeu quoi. Surtout que sur un double A, triple A, tu peux vite arriver à 1h30, 2h, 3h de compo en fonction de la taille des projets. Je pense que maintenant t'as plus le temps quoi. Pour l'instant, je l'ai juste fait sur certains morceaux. Sur certains morceaux de Styx, c'était pas moi parce que voilà, il y avait. Tu sais, à un moment, tu bloques. Tu t'arrives, t'es à la limite de ce que tu peux faire en tant que mec qui fait tout. Et la plupart du temps, je fais tout, mais c'est vrai que sur un main theme, des fois, tu te dis bon, là, il faut un peu. Bien sûr. Faut passer un cran au-dessus et du coup, en fait, on part complètement de l'univers de base, mais grâce au Quatuor, on a le lien avec l'ancienne version. Je trouve que déjà la première étape, c'est d'abord de prendre des musiciens, tu vois. Ça, c'est un truc que je fais pas mal. C'est un premier truc, et de pas être trop dans l'ego à dire en fait il faut que j'ai fait tout seul. En fait, c'est important de bosser avec d'autres gens pour avancer et pour redonner aussi un peu sens au métier de musicien, remettre un peu d'humain dans tout ça et pas juste être tout seul à faire ces choses toute seule. Après moi c'est par phase. Des fois j'ai besoin de me reprouver quand t'as eu l'impression que ta notoriété était un peu trop due aux autres. Tu as besoin un peu pour un peu calmer ton syndrome de l'imposteur, te dire non, mais là, je vais faire tout seul. Ça marche quand même. C'est peut-être que je suis pas si nul que ça. Et voilà, et puis tu avances. Mais c'est sûr, tu récupères un peu l'aura des instrumentistes quand tu. En plus, on a un peu. C'est un peu dégueulasse, je trouve, d'ailleurs, en tant que compo. On agrège un peu. On met un peu notre nom pour. Alors qu'en fait, on n'est que le maître d'œuvre, tu vois, enfin l'organisateur du truc et pas forcément le seul qui peut récupérer les lauriers de notre travail, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est la règle du jeu, c'est comme ça, quoi. Oui. Après, t'as des musiciens qui sont... Enfin, t'as des compositeurs qui mettent justement en avant des musiciens. Tu vois, je pense à Olivier de Rivière, par exemple, qui fait beaucoup ça. Il avait mis en avant... c'est terrible, j'ai une très le violoncelliste, là. Oui, en plus, oui, Eric. Voilà, Eric, voilà. Ouais. Mais voilà, il y en a qui le font. Il y a même des enfin, il y a des musiciens qui sont très connus pour ça. Moi, je le fais avec le Symphonia Pop, si possible, tu vois, quand je l'ai marqué aussi pour le Collège Nord avec Xavier Terraza, j'essaie de le mettre le plus possible. Mais bon, à un moment donné, des fois, tu peux pas forcément mettre tout le monde, quoi. Donc,
Il y a aussi des musiciens qui veulent être, enfin, il y a des musiciens quand ils veulent être mis en avant, ils arrivent à communiquer au-dessus. Tu vois, je pense à Tina Guo, tu vois, Guo, je sais pas comment ça se dit, qui elle est plutôt mise en avant, tu vois, et qui arrive à se marketer et à se mettre en avant justement, et du coup on l'appelle pour ça. Il y en a qui souhaitent plutôt être en retrait et juste être un exécutant, et ça leur va très bien, tu vois. Je pense que juste un de session, et tout à fait. C'est ça. Bah, sur Don't Forget Me, j'ai bossé avec 2 chanteuses qui sont pas connues du tout, c'est surtout des amis à moi, tu vois, donc on a travaillé comme ça. Quand j'ai voulu je dis, est-ce que comment je te crédite pour la chanson? Elle m'a dit, oh, tu me mets un pseudo et surtout tu me mets pas dans la partie écriture, je veux pas être, laisse-moi tranquille. Je t'ai fait ça pour te rendre service, mais franchement ne me crédite pas. Voilà, donc j'ai juste mis j'ai mis son pseudonyme, tu vois, parce qu'elle fait du dessin. Mais c'est vrai que y en a qui souhaitent pas du tout être mis en avant, et puis c'est ok, quoi. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités des gens, en fait. D'ailleurs, parce que du coup, on est arrivé jusqu'à 2014-2015. 2014, c'est Styx, du coup, la sortie de Styx. Ouais, Styx, ouais. Comment ça s'est fait, ça aussi? C'est via G4F? Ça s'est fait comment? Via G4F, ouais, tout à fait. Qu'avait la prod audio. Voilà, en fait, c'était Cyanide. Hein. Et tu considères que c'est. Est-ce que tu considères. Parce que c'est injuste parce que tu as fait Master of Shadows, Shard of Darkness. Je crois qu'il y en a un nouveau qui va sortir. Oui. Ouais. Tu considères que c'est un peu un point clé dans ta carrière, justement? Oui, parce qu'en plus, alors, ça l'est doublement, parce que autant alors, le premier, il y a déjà eu un peu de retour, puis c'est les premiers jeux où j'ai recommencé à faire du jeu console, et pas que du jeu mobile aussi, parce que j'étais beaucoup sur du jeu mobile jusqu'à présent, ou du petit jeu, tu vois, entre guillemets. Et là, j'étais sur vraiment un jeu de gamer. Et, donc on rentre dans une autre aura. C'est là tu commences aussi à faire des interviews. J'avais fait une interview pour Gamecult. Tu vois, tu commences à attirer des gens du jeu vidéo, mais vraiment le jeu console, quoi. Et historiquement le jeu vidéo, quoi. Jeu d'aventure. Et attends, du coup on parlait de Styx. Oui, c'est un palier, surtout sur le deuxième. Parce que le premier, il était nominé aussi. Il y avait un événement qui s'appelait les Ping Awards, qui était en fait une sorte avant les Pégases, là. Et donc le premier avait été nominé pour la musique, et le deuxième a carrément été. En fait, j'ai gagné un prix pour le. Enfin, j'ai gagné. Toute la partie son a gagné, en fait. C'est bandes sonores. A gagné un prix. Et du coup, en fait, ça, c'est pareil. C'est en termes de reconnaissance de tes pairs, en fait, tu te dis, tu passes un palier, quoi, en fait. Même si, après, ça veut pas dire que si tu passes un prix, ça vaut rien ce que tu as fait, mais c'est juste que quand tu l'as, par contre, en fait, c'est cool, quoi. Ça te fait vraiment ça valide un peu tout le travail que tu as fait. Surtout que moi, je viens pas forcément d'une formation type, donc professionnellement parlant, ça te légitime, en fait, beaucoup plus. Et ça, je l'ai ressenti, tu vois. Après, voilà, quand tu peux marquer Award-winning composer. Yeah, oui, je vois très bien. De toute façon, dès qu'on gagne un prix, de toute façon, je pense qu'on a tous un peu ce moment de... On fait le coq et on met en avant qu'on avait gagné des prix, etc. Parce que ça reste... Je pense que c'est rassurant pour un client de se dire ce mec-là, il a gagné des prix, donc tu vois... J'ai eu récemment l'expérience d'un truc assez marrant, c'est qu'en fait, dans une discussion, j'ai quelqu'un qui m'a dit en fait, j'ai parlé avec quelqu'un et j'ai demandé Aurélien Montero, t'en penses quoi? Et il me dit franchement, tous ceux qui ont bossé avec lui, ils ont dit c'est vraiment un mec sympa, c'est trop cool de bosser avec lui et tout. Et t'es ce moment de, tu sais, quand t'es dans le jus, tu bosses, tu prends pas, tu prends pas de recul sur ces trucs-là, sur le fait que les gens, en fait, ils ont été vraiment contents de bosser avec toi. Et t'as ce moment de ça fait du bien à entendre. En général, tu le sais parce que les gens te rappellent aussi, c'est ça. C'est aussi grâce à ça que je suis encore dans le secteur, c'est que les gens, ils veulent continuer à bosser avec toi. Moi, j'ai des mecs quand je suis parti de Gameloft après ils m'ont contacté en dehors, tu vois. Oui. Et justement après avec Styx aussi, parce que c'est un milieu assez petit le jeu vidéo, donc les gens changent de boîte, ils te contactent. C'est ça. Et et surtout quand tu te mets en freelance, on parle un peu de business, que je sais que c'est un peu ton truc aussi. C'est vraiment l'effet boule de neige est vraiment super important, quoi. Quand tu te lances, t'as vraiment un effet de il faut sortir les rames, il faut y aller, faut beaucoup mettre d'efforts. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, moi ce que je fais, c'est que je maintiens un niveau d'effort quand même régulier, tu vois, qui varie en fonction des saisons, parce que en fait, t'as des moments où t'as plein de boulot, t'as pas le temps de faire ça, et des moments où t'en as moins, donc t'en profites pour justement prendre le temps de rencontrer des gens. Mais en fait, t'as toujours un effet bouche. Si tu fais bien ton travail, t'as toujours un effet bouche à oreille de gens qui te rappellent.
justement, comme tu disais, qui changent de boîte et qui repensent à toi parce qu'ils ont un besoin en son. L'enjeu après, c'est le bouche à oreille, c'est bien et je pense que c'est une bonne conséquence, mais il faut pas non plus ne compter que là-dessus parce que c'est un truc que je dis souvent, c'est que si tu comptes que là-dessus, alors il y en a qui le font et qui le vivent très bien et c'est cool, mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque, le risque zéro n'existe pas de se retrouver dans une situation où en fait il n'y a plus rien. Et là en fait tu vas être obligé de faire du networking très fort pour essayer de compenser. Quoi. En fait, l'avantage surtout, c'est qu'en fait, moi, c'est comme ça que je fais, vu que je sais que c'est un milieu très fermé et que j'aime pas me prendre des vents, des murs et passer trop de temps à envoyer des démos et tout ça. C'est qu'une fois que tu as des clients avec qui ça se passe bien, tu as moins de gens en fait à contacter, voir où ils en sont. Tu vois, donc tu les relances. Quand toi, tu sais que tu as un creux, tu veux voir un peu où ça en est. Et plus ça va, moins t'as 5 ou 6, c'est à peu près une dizaine de personnes à contacter et tu sais qu'ils vont te répondre en plus. Bah oui, c'est ça. Tu sais c'est déjà validé en gros, donc au pire s'ils n'ont pas de boulot, ils peuvent éventuellement même élargir leur réseau de leur côté, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il y a un effet bouche à oreille comme ça. Donc après, faut pas rester inactif, mais c'est ça. Il faut trouver le juste milieu en fait. C'est tout ça l'enjeu. Voilà. Faut pas se reposer en disant bon c'est bon de toute façon je trouverai. On sait jamais, tu vois, là en ce moment c'est un peu la crise du jeu vidéo et je le vois, tu dois le voir aussi autour de toi qu'il y a des gens qui galèrent un peu quoi. Et oui, on le sent, différents signaux. Mais c'est marrant, c'est que pas tous les personnes et pas tous les studios et les équipes sont au même degré en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que suivant à quel moment ils ont sorti leur dernier jeu. En fait, tu sens qu'ils survivent à la crise pas de la même façon. S'ils ont eu un succès avant, s'ils ont sorti le jeu au moment juste avant le Covid, juste après, tu vois, ça se sent un peu. Vu que nous, on a l'occasion de voir pas mal de projets différents. Et alors pareil, ça c'est un coup de bol aussi, c'est avoir plusieurs projets qui s'emboîtent à peu près avec différents types d'équipes. Des indés, des gros, pour justement pas subir les effets macroéconomiques, tu sais. Bien sûr. Moi, ce qui est marrant, c'est que tu vois, moi, je la subais pas trop tant que ça la crise. Moi, surtout des problématiques de timing, de planning. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un projet sur lequel on m'a dit on a trop besoin de toi et tout. Ouais. En janvier, on est le 1er avril, au moment où on tourne cette interview. J'ai eu une nouvelle qui disait on est sous l'eau, on te recontacte dans quelques semaines. Donc moi je suis en mode en vrai tant mieux, ça veut dire qu'ils ont du taf et tout, donc ça veut dire que sur le studio ça se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu l'impression que ça a retardé les choses et que du coup ça a créé un effet un peu boule de neige où on est dans une sorte d'attente. Je sais que c'est pareil, j'ai une prod de jeu qui devrait commencer cet été, mais que ça a été ralenti parce que les publishers du coup ils mettent plus de temps à se décider à mettre de l'argent sur des projets et ça crée un effet de flottement où les gens sont en attente, surtout ça en fait. Mais ça se relance franchement. Déjà en temps normal, ça prend toujours du temps. Et oui, le coup on a besoin de ça tout de suite, et on te recontacte dans quelques semaines. Et en fait, les semaines se transforment en mois. Et les mecs, ils te répondent j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'avais vu cette interview de Disaster Peace qui disait aussi, de toute façon, le jeu vidéo, ça prend toujours 4 fois plus de temps. C'est pas faux. C'est vrai. C'est clair. Il faut avoir des plannings glissants et être prêt, être assez réactif. C'est pas facile. Moi, je sais pas comment tu fais, mais en fait, de bloquer par contre des créneaux, moi, c'est quelque chose qui est pas évident. En fait, l'avantage, c'est que on est moins à flux tendu, je pense, dans la musique. Oui. Ce qui nous permet d'avoir des plannings qui flottent comme ça sans que ça soit problématique en tant que freelance. Mais là, je bosse depuis que je fais un peu d'animation. C'est génial, hein. Les plannings sont prévus à l'avance. Oui. Et tu sais très bien à quelle période tu vas bosser, à quelle période tu vas livrer. C'est incroyable. C'est un confort. Ouais, dans le jeu vidéo, moi, perso, ce que je fais, c'est que je me bloque des jeux. En fait, en gros, on estime un budget. En fonction de ce budget-là, je fais un rétro-planning de OK, la sortie, ça va être à peu près tant. Il y a tant de journées qu'il va falloir que je bosse dessus pour arriver à livrer le truc dans les temps. Et en fait, je répartis ces journées. Ouais. Et en fait, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est faire une journée égale un projet. En fonction. Après, ça peut être deux journées sur un projet, ça dépend de la masse de travail et du flux. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien me répartir par système de journée. Après, des fois, ça marche, des fois, ça marche plus ou moins. Là, sur les derniers projets, on est plutôt sur un. Je bosse dessus quand il y a besoin et on s'organise. Là, en gros, je bosse sur 2 projets. Et comme les besoins ne sont pas immédiats et ne sont pas en flux tendu, en gros, j'ai des paiements qui tombent tous les mois comme ça, qui sont toujours les mêmes. Mais c'est juste qu'en fait, je m'aménage en fonction des besoins et des urgences, quoi.
Mais après, j'ai quand même des milestones qui dit voilà. Après, le risque, en fait, ta prod à toi, c'est une chose, mais c'est les aléas de prod. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est que tout d'un coup, en fait, les mecs, ils ont prévu une alpha qui est décalée. Où finalement, en fait, ils avaient prévu de faire un seul biome, puis finalement, en fait, toute une partie de la prod est retenue pour la suite. Donc, c'est ça qui est un peu plus difficile à gérer. Je trouve que pour ça, il y a une bonne astuce, c'est tu comptes plus de jours que prévu, tu prends de l'avance dès le début, et comme ça, en fait, tu vas compenser au fur et à mesure. Au pire, tu bosses pas, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que tu as déjà pris de l'avance, donc tant mieux. Mieux, en fait, dans la pire des situations, en fait, tu vas te retrouver à bosser comme tu avais prévu, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper le fait de se dire, moi, j'anticipe toujours en me disant, ok, il y a une marge de 30% d'erreur. Ouais. Donc cette 30% d'erreur, je l'ai pris en compte dans mon planning, tu vois. Ça, je sais que ça passera pas comme je le veux. Donc je le mets déjà en pratique dans le devis, je le mets en pratique dans la planification du truc. Et même, de toute façon, c'est marqué. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les devis que je fais, je précise qu'il y a une marge d'erreur de 10% qui est déjà inclue dedans. Ce qui fait que même pour le client, au moins il sait que s'il y a des rajouts qui se font, tant que c'est pas x2, voilà, c'est déjà intégré dedans, en fait, c'est pas un problème. Et les clients sont contents parce qu'ils savent combien ça leur coûte. Et au moins c'est clair et net, tu vois, il y a pas de... Et ça les soulage d'un truc, en fait. Donc je trouve ça assez important. Oui, non, mais faut les rassurer. C'est ça. Ça, c'est un enjeu. Autre projet super cool sur lequel t'as bossé, bon, t'as pas tout fait, mais Street of Rage 4, on peut en parler un peu? Ah oui, si tu veux. Oui. T'as fait la musique des cinématiques? Ouais, c'est arrivé sur le tard, en fait. J'étais au concert de Koshiro. J'étais allé le voir à la Gaieté Lyrique, c'est ça, hein. C'est comme ça que j'avais rencontré les équipes et c'était très ouvert à ce moment-là. Je crois que Koshiro était même pas sûr de bosser dessus et ouais, donc il y avait tout un panel de noms qui potentiellement pouvaient être les compos principaux. Moi, je voulais juste faire quelques tracks dessus, en fait. Au final, je sais qu'à cette soirée-là, il y avait genre Toxic Avenger qui était là aussi. Et au final, donc Cyril, enfin toute l'équipe a choisi Olivier après coup. Et il était, moi je dis, j'ai un peu travaillé Cyril au corps en disant, mais moi je voudrais faire des tracks. Je t'en fais juste une. Je suis tellement fan de Koshiro, je veux dire que je Voilà, c'est peut-être le projet sur lequel j'ai fait le plus le forcing. Parce que j'aime pas être trop un forceur. Mais et à chaque fois, je relançais, je disais, salut. On était au Game Camp ou je sais plus quoi. Et j'étais là, et j'étais avec ma bière. À chaque fois, je disais, on s'appelle, hein. Et en fait, il s'avère qu'à un moment donné, c'est sur la fin de prod, ils étaient, je pense, en plus Olivier était déjà parti sur autre chose. Je sais pas vraiment le vrai détail du truc, mais il manquait des trucs d'ambiance, de l'ambiance pour les cinématiques, en fait. Et ils avaient rien de prévu. Et en fait, moi, plutôt que faire des ambiances, je fais des tracks. Et ça arrivait. Voilà. C'est pour ça que du coup, ça s'est pas forcément retrouvé dans l'OST final et tout ça, parce que tout était déjà signé, dealé, tout ça. Donc, et voilà. Donc, c'est passé un peu sous le manteau en termes de voilà. C'était un peu. Mais bon, je suis dessus. Bon, c'est quand même. Et chose super cool, c'est qu'en fait, si jamais tu joues en mode rétro, en fait, les musiques de cinématique restent. Donc, en fait, il y a que les musiques de Koshiro et les miennes. Si tu joues en mode rétro. C'est la classe quand même. Enfin, franchement. Je pense qu'il y a des noms comme ça, où si t'as ton nom à côté d'eux dans la BO, tu flexes de ouf. Hein. Ah oui, mais ça, c'est le name dropping. C'est pareil aussi, on parlait de démarchage. En fait, à un moment donné aussi, j'ai compris que même si Trackmania, au début, c'était un peu mon premier projet, j'étais pas super fan de ce que j'avais fait. Tu vois, je sentais que que j'avais galéré et tout. Et j'ai quand même capitalisé sur le nom en me disant, en fait, je voyais que quand j'étais avec un client, je disais, j'ai bossé sur Trackmania. Tu sais, genre les yeux s'ouvraient, en fait. Donc après, tu balances des noms comme ça parce que ça tout de suite, ça fait le biais d'autorité, biais de. C'est l'effet de Halo. L'effet de Halo est toujours très fort. C'est même si t'as pas tout fait dessus, le fait que t'as bossé dessus, ça a un impact. Moi, j'ai ça avec j'ai ça avec Fisherman's Tale, sur lequel j'ai bossé. J'ai pas fait la musique, je me suis occupé. Bon, j'ai quand même fait toute l'implémentation musique, le sound design et tout. J'ai même mis en place toute la partie voix. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'en parle, je précise bien que j'ai fait que le sound design, mais même si j'ai fait que le sound design, les gens se disent du coup il peut aussi faire la musique, tu vois. Il y a un effet de Halo où même si j'ai fait que le sound design, ça compte quand même dans la tête des gens sur le fait que je peux aussi faire la musique parce que c'est un projet assez impressionnant et
Le seul truc qui est un peu frustrant parfois, je trouve, sur les projets comme ça, c'est que t'as déjà dû le faire, ce truc-là, t'as composé des musiques et elles sont pas dans le jeu. Ça m'est arrivé récemment. Genre, j'ai composé 4 musiques pour un jeu. Ça fait quoi? Ça va faire 1 an que j'ai livre le projet parce que le jeu est sorti, tout ça. Enfin, le jeu va bientôt sortir. J'ai fait des musiques, elles sont toujours pas implémentées. Du coup, je suis là avec mes 4 musiques qui sont trop cool, vraiment. En plus, c'est de l'orchestral et tout. J'étais en mode trop bien, je vais pouvoir mettre en avant le code orchestral. Ouais. Je peux toujours rien montrer et c'est ultra frustrant parce que je suis en mode. Ça, c'est un truc vraiment. Alors ça, l'intégration, le produit fini et ce que tu fais, c'est un peu notre souffrance en tant que musicien du jeu vidéo. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'histoires ça n'a pas été intégré comme tu veux, ou il n'y a pas tout ce que tu veux. Il y a tellement de facteurs qui font que ça peut merder. Moi, je pense que j'ai pris du recul avec ça quand j'étais à Gameloft, parce que c'était vraiment la cata. En plus, c'était avec les téléphones déjà qui ne sonnaient pas du tout comment ton fichier MIDI pouvait être composé. Et puis après, l'intégration où les mecs, en fait, d'un projet sur l'autre, ils n'avaient pas intégré la bonne track au bon endroit, tout ça. Même récemment, là, quand j'avais bossé sur Brave Frontier, les musiques, la BO, elle est superbe. C'est une des BO que j'ai faites dont je suis le plus fier. Et en fait, en jeu, ça bouclait pas. Les musiques ne bouclaient pas. Putain. Tu vois. Et alors ça, c'est un truc. En plus, toi, c'est un moment où j'essayais un peu de pousser le truc. Je faisais de la musique interactive et tout ça. Et en fait, tu te dis, mais j'espère que les mecs, ils vont pas lancer le jeu pour de vrai, parce qu'en fait, ils vont voir que c'est horrible, que ça boucle pas. En fait, la musique, il faut l'écouter à côté du jeu, quoi. Parce qu'en fait, dans le jeu, ça fonctionnait en tant qu'ambiance, c'est-à-dire que c'était synchro, c'était dans le ton et tout ça, mais en termes d'inté, c'était raté, quoi. Et ça, et j'en parlais avec un autre compo aussi, Samuel Safa pour Too Dark. Il me disait, il avait joué au jeu après coup, il me dit, mais en fait, il y a des trucs... Ouais, c'est ça, des tracks qui sont pas intégrés au bon endroit. Et puis après, même quand c'est bien fait, moi je vois genre sur Welcome to Paradise... c'est Jerry qui fait l'inté. Alors l'avantage, c'est comme c'est qu'il contrôle, mais il fait des choix aussi un peu à un moment donné en fonction de ce qu'il peut faire, du temps qu'il a, d'une remarque qu'on lui a fait entre temps. Et tu peux avoir un décalage entre toi, ce que tu penses qui va être dans le jeu, et en fait ce qui est vraiment intégré. Alors, après, justement, quand tu as un mec qui bosse super bien, c'est cool, tu sais que ça sera toujours bien fait. Donc ça, c'est bien, tu sais que tu as un mec de confiance qui intègre tes sons, qui est un peu... Après, c'est comme un monteur, tu vois, c'est que il pourra faire quelque chose qui te convient pas exactement comme tu aurais voulu, mais c'est une autre vision qui est en tant que telle valide. Mais à partir du moment où tu livres les stems aussi, tu sais qu'il va y avoir des surprises aussi. C'est ça. Moi, je sais qu'il y a des sur Styx 1, justement, sur des cinématiques, il y a des stems qui fonctionnaient quand elles étaient mélangées avec d'autres choses. Elles sont retrouvées toutes seules. C'est un vieux synthé de voix pas très convaincant. Je testais le jeu pour voir comme ça, pour voir comment était la version finale, et puis tu fais ouais. Mais bon, heureusement, c'est qu'une partie du. Oui. Il faut retenir le. On a tendance à se focaliser sur les trucs qui vont pas. Pour les biais de négativité, ouais. Voilà. Il faut voir le positif. Qu'est-ce que tu considères. Vas-y. Ouais. Non, je pensais aussi, pareil, j'étais un peu en désamour en musique de Styx la première fois que je les ai livrés, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis, parce qu'en fait, tu focalises sur la mise en place des instrumentistes, la petite EQ qui n'est pas comme tu voulais, tu vois. Et puis, en fait, quand tu les réécoutes des fois 5 ans plus tard, tu dis, putain, mais c'était bien. Ça va. C'est stylé, tu vois. En fait, ça va. Putain, j'étais fort. Moi, j'ai cet effet-là, quand je bosse sur des jeux, je me dis, je sais pas, je serais incapable de reproduire la musique aujourd'hui. Genre, comment je suis arrivé à cette idée de mélanger cette piste-là avec ce synthé, avec ce truc, et d'avoir un truc qui est cohérent. J'arrive jamais à réimaginer le processus créatif qu'il a fallu pour en arriver là. Et après, tu rouvres ta session, tu fais mais j'ai fait comme ça. Ah bon, ah ouais. J'étais persuadé d'avoir utilisé un autre plugin. En fait, t'as fait un truc super simple avec genre les plugins d'usine. Putain, mais ça sonne en fait. Bah ouais. Mais tu sais que j'ai que très récemment acheté des plugins externes pour faire mon mixage de ça. Jusqu'à 2023, je n'utilisais que les Q, la reverb par défaut dans Ableton. Genre le compresseur pareil. C'est le glue qui est vachement bien, je crois, dans Ableton. Il y a un compresseur. Oui, le glue compresseur, il est vachement bien. Et en plus, maintenant, ils ont mis un OTT en plus directement dedans. Donc vraiment, c'est très cool. Mais les Q a plein de défauts, mais ça faisait le café. Et là, je suis passé très récemment à FabFilter. Bon, ça a changé ma vie. Mais j'ai quand même pu faire 4 tracks de jeu, enfin 4 soundtracks de jeu, avec quasiment que les plugins d'Ableton directement. Alors, il y a quelques VST qui se rajoutaient dessus. Mais vraiment, le minimum syndical, quoi. Donc, non, mais carrément. C'est surcoté, les plugins. C'est ça. Ouais, d'accord.
Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi pour te permettre d'en vivre ? Parce que comme tu as testé t'as quand même fait d'abord de la contractualisation, CDD, CDI, et après tu es parti en freelance, qu'est-ce qui t'a vraiment permis d'en vivre finalement ? Ouais, la détermination, mais même c'est pas l'abnégation, c'est un côté un peu genre non, je trouve pas le mot. Mais en gros, la persévérance peut-être. Oui, Ouais, la persévérance, c'est ça. bien ça. La persévérance, je pense que c'est une vraie passion aussi, qui me fait que même dans les moments de doute, même quand le métier me plaît plus, mais ça reste dans le même domaine, hein, c'est la persévérance, j'ai envie de continuer. Et après, financièrement parlant, c'est en effet de pouvoir alterner avec les notes d'auteur qui ne rentrent pas forcément, tu sais, en termes d'aide. Ça, en fait, tu as un système qui fait que tes notes d'auteur ne rentrent pas dans l'assurance chômage. Du coup, ça te donne un petit boost. De toute façon, voilà, c'est Pôle emploi, meilleur incubateur de talent, tu vois. Oui. Et oui, du coup, en fait, les années de salarié m'ont permis vraiment de tester le truc à plusieurs reprises. Je l'ai fait 2 fois, en fait. Je l'ai fait une première fois avec Gameloft, et après, j'ai été salarié quelques temps de Game Audio Factory, et après, je me suis vraiment mis 100% freelance. Et là, j'avais suffisamment de notoriété de clients pour espérer. Et un truc, c'est qu'en fait, faut aussi peut-être chercher à faire de l'argent en dehors du jeu vidéo. Tu peux essayer, mais je crois que c'est juste pour Tinago. Je crois qu'elle fait toute une capsule là-dessus pour expliquer comment elle épargnait de l'argent, comment elle plaçait de l'argent dans de l'immobilier, des choses comme ça. Ça peut être un biais d'avoir placer de l'argent ou essayer d'économiser mais un truc qui te prend pas trop de temps, tu vois, pour justement gérer ton argent. Ouais, faut pas être trop dépensier aussi, je pense, en début de carrière aussi. Et après après faut bosser, je pense, faut bosser dur. Enfin, ça c'est après se donner à fond. Ça c'est. Mais je dirais la persévérance et oui, et puis cette alternance salariat freelance. Ouais. Moi, ça fait du sens. C'est à peu près c'est ce qu'il faut. De toute façon, si t'es pas résilient, ça va vite devenir compliqué. Et je pense qu'effectivement, il faut faire attention au début d'avoir une épargne d'urgence. Tu vois, avoir 6 mois, au moins 6 mois de dépenses d'avance. Ouais. Parce que dans le jeu vidéo. Et rien n'est acquis, surtout. En oui, plus, bah après, oui, c'est ça. En fait. C'est ça. Rien n'est acquis, tout peut changer. Enfin, là, on le voit. Tu vois, on peut avoir des crises dans le jeu vidéo. Bon, toi, c'est ta deuxième, du coup. Techniquement. Je sais pas. Alors, celle-là, bizarrement, je la ressens pas beaucoup. En fait. Mais ça dépend. En fait, je pense que ça dépend de. On en parlait un peu en off, mais c'est vrai que je pense que ça dépend où on est situé et de qui étaient nos clients, et puis voilà, et du timing aussi. Parce que en fonction du timing de la prod, je pense que des prods qui sont déjà lancés de toute façon, elles sont déjà lancées, quoi. Ça change pas grand-chose. Des productions qui devaient commencer, ça peut changer les trucs. Moi, j'ai des contrats, j'ai un publisher sur un projet sur lequel je travaille qui s'est enlevé vraiment en décembre, c'était ok, en janvier, tout avait changé, quoi. Donc des fois, je pense que c'est surtout là-dessus que ça a joué, quoi. Ouais, c'est plus diffus, moi, je trouve, en ce moment. Mais là, il y avait une grosse euphorie, en fait, jusqu'à justement après le Covid. De toute façon, tout le monde savait que ça allait arriver. Oui. Et, voilà. Sauf les investisseurs. Ceux qui ont plus morflé, je pense, c'est peut-être les salariés sur les grosses prods avec les histoires de rachat. Et c'est plus ça. Après, tu le sens quand même que les studios, ils étaient un peu sur la réserve. Et du coup, en tant que freelance, t'es un peu en bout de chaîne. Ça, en fait, j'étais un peu inquiet là-dessus. Mais peut-être que du coup, comme j'étais vigilant, ça s'est passé. Après, je sais pas, peut-être qu'en fait, ça aurait dû être une année qui aurait dû être beaucoup plus fast, tu vois, alors qu'elle était juste normale, quoi. Mais je pense que c'est ça. De ce que j'avais compris des différents documentaires qu'ils ont sortis sur le sujet, ils s'attendaient à une croissance qui était la même qu'après le Covid, sauf qu'en fait, là, il y a eu un pic, puis une croissance qui était similaire à ce qu'il y avait avant, sauf qu'ils ont embauché en conséquence, alors que probablement ils auraient peut-être pas dû embaucher, en fait, parce que ça a créé un système de... on l'a vu, il y a un studio aux États-Unis qui avait été racheté, je sais plus si c'était Ubisoft ou EA qui avait racheté un studio. Le studio bossait sur un projet depuis 2 ans. Le studio a fermé sans avoir sorti le moindre jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont bossé 3 ans sur un projet qui a été avorté et licencié, quoi. Et je pense que ça, c'est le pire scénario, ça, je pense, pour certains. Mais en freelance, surtout, il faut faire gaffe de se faire payer avant, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Quand tu es sur ce genre de figure, il faut que ton contrat il soit blindé pour éviter justement ce cas de figure. Moi j'ai toujours une logique là-dessus, c'est je me fais payer tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, le budget, il est étalé. Comme ça, en fait, quoi qu'il arrive, au moins, tout le travail que j'ai fourni, il est payé tous les mois, en fait.
Ouais, moi je l'ai appris aussi sur un projet où j'étais un peu. Au début, j'étais un peu en mode, oh, bah, vous paierez à l'enfin de prod, Ouais. tu vois. Et puis en fait, puis quand ça fait des gros montants et que justement que les mecs, en fait, ils sentent qu'ils sont en difficulté, ouais, c'est. Non, faut être super rigoureux là-dessus. Ouais, Et je pensais sur les projets qui n'ont pas vu le jour. Tiens, ouais, moi j'ai Starlight là, sur lequel j'avais fait des musiques. En fait, il a été killé, donc le projet ne sortira pas. Mais on a quand même sorti la BO là, avec Arnaud. Donc voilà, c'est vrai que c'est frustrant quand tu as fait plus de 40 minutes de musique que le truc ne sorte pas. Ça... Mais c'est bien le seul en fait. En général, j'arrive toujours à caler même je sais pas comment tu fais, mais les tracks qui sont un peu pas trop validées, elles finissent toujours plus ou moins par arriver dans les crédits ou. Ouais, des fois je sors aussi. Je l'avais fait sur Boiling Ball. Des fois je mets des petites bonus tracks, genre des tracks qui sont pas gardés, ou des fois je fais des albums de trucs qui sont pas gardés, quoi. Sur un gros projet, moi j'ai pas de mal aussi à redonner des tracks en plus, il les recale, hein, tu vois, genre aussi. Oui. C'est pas... Ça, c'est dans les trucs que j'avais appris aussi en début. Je voulais me lancer en freelance. Tu vas à la CCI, tu fais des formations un peu auto-entrepreneur, machin. Oui. Et on te conseille justement, tu as les petits mantras ou les petites phrases types. En effet, tu joues pas sur tes tarifs. Fais des cadeaux, mais baisse pas tes tarifs, tu vois. Enfin, c'est des trucs classiques, hein, tu vois. Genre, communique, baisse pas tes tarifs, fais des cadeaux. Voilà. Bah, c'est jouer sur la valeur perçue, en fait. Parce qu'en gros, le prix ne change pas, mais finalement, tu rajoutes une sensation de valeur perçue parce que ils ont des tracks en plus, ils ont des trucs qui n'étaient pas forcément prévus, ou en tout cas qui a été sorti entre guillemets, du contrat, quoi. Et je pense que c'est toujours important, quoi. Si demain, tu repartais de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Par quoi tu commencerais? Si tu voulais arriver à la même situation, travailler dans le jeu vidéo, par quoi tu commencerais? C'est dur, ça. Attends. Oui, toujours. C'est surtout de voir l'endroit où j'ai merdé. En fait, je trouve que je m'en suis pas mal sorti. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à la façon dont ça s'est fait. Et ce que je me disais, c'est que en fait, j'ai eu sans faire exprès, à ne pas lancer directement dans une formation de musique. Ce que je disais au début, c'est que j'étais pas toujours en contact avec des musiciens. J'étais en contact avec des créateurs de contenu, des créateurs de jeux, en fait. Et en fait, du coup, j'avais le réseau, en fait, qui était à portée de main, parce qu'en fait, c'est vraiment le réseau qui était super important, et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer les bonnes personnes qui m'ont proposé les premiers contrats. Et donc ça, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse pareil. Après, en fait, je pense que ça serait un biais si je repartirais de zéro. J'aurais tendance à vouloir à me dire que ça va marcher, d'avoir plus confiance. Tu vois, en disant, en fait, c'est bon, ça va aller. Vas-y, mets-toi à fond et laisse l'anxiété un peu Mais la vérité, c'est que quand j'avais 24 ans, je pense que j'étais à la limite des crises d'angoisse sur tes premiers tafs. Hein. T'as tes parents qui t'appellent en disant, bon, là, ça fait combien de mois que tu trouves pas? Il va falloir quand même que tu ailles bosser quelque part, parce que on va pas faire la banque indéfiniment, tu vois. Je pense que je ferais à peu près pareil. Je chercherais un poste en salarié. Je pense que je ferais. Tu referais tout pareil. Je ferais tout pareil. C'était très bien, en fait. Voilà. Ça dépend. En fait, il y a quand même un facteur qui joue, qui est déterminant, c'est que c'est plus facile, suivant d'où tu viens, qui tu es. Il faut pas se mentir, c'est que pour réussir, d'être déjà, moi j'ai la chance d'être un mec blanc de la classe moyenne. C'est vachement plus facile, tu vois. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? On peut toujours faire mieux, c'est ça le truc. Si, et après, non, c'est pas ça. Je veux dire, donc, je suis quand même parti avec un capital, mais j'aurais pu partir avec encore plus de capital, c'est-à-dire qu'avec partir avec carrément avec de l'argent de côté, tu vois, vraiment beaucoup d'argent de côté. Et dans ce cas, je pense que je ferais pas la même chose. Peut-être que je serais parti. J'avais une grosse envie d'aller étudier aux US au début, que j'ai pas faite, parce que je trouvais que ça donnait un nom. Et c'est tout ça. C'était un peu le mythe d'aller à Berkeley. Oui. Pour en plus entendre que ceux qui y sont allés, en fait, ont voulu partir au bout d'un mois. Quand tu écoutes les témoignages des mecs comme Dream Theater, en fait, les mecs qui tannent leurs parents pour aller étudier là-bas, et puis en fait, au bout d'un mois, ils disent non, on veut se barrer pour créer un groupe. Donc, qu'est-ce que je ferais? Non, je ferais la même chose. Je sais pas. Je ferais la même chose, je sais pas. Je repartirais à zéro, donc en fait, du coup, je serais en galère au début. Non, j'appellerais Aurélien Montero. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Si tu devais donner un conseil
À quelqu'un qui voudrait justement faire la même chose que toi, tu vas faire de la musique de jeux vidéo, tu lui dirais quoi? Je suis sollicité de temps en temps pour justement Là, ce genre de questions. Un truc que j'ai pas fait mais que j'ai entendu beaucoup, alors du coup je donne ce conseil-là, mais je sais pas si c'est un bon conseil, c'est de faire des game jams, rencontrer un maximum de gens si t'es pas dans le milieu. Essayer de voir justement dans ton réseau autour de toi ce qui se fait, de se former, d'être très à l'aise et bon sur ses outils, la production musicale en tant que telle. Et aussi se former sur Fmod et Wise si on veut bosser dans le jeu, forcément. Je pense que c'est inévitable. Même si Oui. c'est pas pour avoir un gros niveau, mais au moins savoir comment ça marche. Faire une démo de ce qu'on aime, dans lequel, dans ce qu'on est bon aussi, courte, parce que les gens n'ont pas forcément de temps Oui, à consacrer. oui. Mais après, c'est vrai, quand tu commences, le problème, c'est d'avoir la porte qui reste ouverte dès le premier contact, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui tout de suite va être intéressé par ce que tu fais. Donc, soit il faut vraiment un effet waouh sur ce que tu as fait, soit... la plupart des créateurs de contenu sont ultra sollicités par les musiciens et compos, et souvent avec des trucs pas toujours terribles. Nous, quand on a recruté à Gameloft, on voyait passer des choses qui n'étaient pas... Il y avait un peu de tout, quoi, en fait. Bien sûr. Et après, des fois, c'est vraiment l'alchimie entre deux personnes. Donc après, si dans les choses qui marchent, je pense qu'il faut pas forcer sur les boîtes où tu sens qu'en fait, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a envie de bosser avec toi aussi. Oui. Ça, c'est en règle générale, de toute façon, les meilleurs projets, la personne déjà de base aime ton travail, donc c'est beaucoup plus simple. Moi, c'est de plus en plus le cas. Avant, tu es un peu obligé de t'imposer. Et aussi, mais ça, c'est ne pas baisser ses tarifs. En fait, ça, c'est vraiment ne jamais bosser gratos. Mais ça, c'est un truc que tu apprends un peu sur le tas quand tu as fait de la musique en tant qu'instrumentiste dans des bars et tout ça, et que tu as vite compris en fait que les pires dates, c'est celle où tu étais mal payé, et que les meilleurs, en fait, c'était celle où les gars te considéraient quoi qu'il arrive. Et ça s'est prouvé, mais je crois dans 100% des cas. Oui. La date, le bar où le mec, il peut pas te payer en général, tout est merdique du début jusqu'à la fin. Et la date où le mec, il te paye un peu, en fait, bizarrement, même sur tout ce qui est à côté, sur les conditions, sur le... Et ça se répète assez souvent dans l'industrie. Oui. Oui. Et alors, ma femme, en plus, qui était dans le marketing, dans les jeux vidéo, justement, dans les années un peu 2008, enfin même entre 2005 et 2015, justement, elle faisait des accompagnements, justement, des petits studios comme ça. Et en fait, justement, les petits studios qui la jouent petit bras, souvent, ils réussissent pas, quoi, en fait. Oui. Ah, mais c'est important parce que si tu joues à baisser tes tarifs pour avoir des projets, la seule raison pour laquelle ils bossent avec toi, c'est pour ton tarif. Et en plus, ça va mal se passer. Le jour où ils trouvent quelqu'un qui fait la même chose ou mieux pour le même tarif ou moins cher, en fait, ils te remplacent parce que ils auront la même chose pour le moins cher. Donc en fait, t'as aucune différenciation sur ce que tu fais et sur qui tu es, parce que les gens, ce qui leur intéresse, c'est juste de faire un maximum d'économies. Donc tu vas passer un mauvais moment parce qu'ils vont mal considérer ton boulot, parce qu'ils veulent déjà, ils se disent mon cousin pourrait faire la même chose pour son stage de 3e, quoi. Oui, ça j'ai entendu ça, ouais. Et tu vas t'enfermer toi, en fait, à travailler trop, à pas pouvoir progresser et à faire de la prod de mauvaise qualité. Et en fait, tu vas avoir en démo que des trucs pas géniaux. Du coup, on va te rappeler que sur des trucs comme ça, et au pire, on va te cataloguer dans des choses, en fait, pas faux folles. Tu vois, c'est ça. Et un mauvais client va te recommander à un autre mauvais client, et en fait, tu te trouves dans une sorte de spirale, et c'est vraiment pas dingue, quoi. Ah oui, il y a un truc que j'ai vachement appris aussi, c'est en côtoyant, en faisant faire des travaux par des entrepreneurs aussi. Tu vois, en fait, eux, comment fonctionnent, comment les mauvais fonctionnent et comment les bons fonctionnent, ceux qui arrivent à rester en vie, tu vois, leurs pratiques tarifaires et tout ça. Et en fait, tu apprends beaucoup en voyant les mecs du bâtiment, finalement, tu sais, sur comment faut se... Parce que c'est vrai que tu as toujours envie d'avoir, quand tu fais des travaux chez toi, tu as tout de suite envie d'avoir le mec qui bosse pour le moins cher et qui fait le meilleur boulot. Le meilleur rapport qualité-prix. Et on est tous comme ça, voilà. On est tous un peu comme ça. Et tu vois aussi ceux qui se crament en étant un peu à trop vouloir faire plaisir aux clients et qui au final ne tiennent pas d'ailleurs les délais. Et en fait, ces trucs-là, ça peut être toi, en fait, tu vois, en tant que musicien. Genre qu'en fait, justement, c'est que à vouloir être le mec sympa, trop cool, tu vas te retrouver à faire quelque chose que tu ne peux techniquement pas faire, ou toi mal bosser, et en plus là tu flingues ta relation client parce qu'en fait le gars il s'attendait à avoir un truc génial et en fait toi tu lui fais de la merde, tu vois. Et donc faut trouver cet équilibre où tu pars tout de suite
un tarif conséquent. Après, il faut se méfier, parce que c'est pas forcément les plus chers qui bossent le mieux. Bah oui. Mais tu sais aussi que justement, toi en tant que client, des fois, tu auras ce biais-là de dire que si c'est plus cher, ça va être forcément mieux. Et en fait, c'est vrai que toi, moi, je le rends compte. En fait, finalement, j'avais peur de ne pas réussir à monter mes tarifs petit à petit. Et en fait, finalement, c'est quelque chose que tu peux faire assez facilement et qu'au contraire, limite, t'es presque plus crédible, tu as presque plus de contrats en les montant. Bah oui. Tu vois, parce qu'en fait, tu rentres dans une gamme, en fait, t'es pro, tu vois. C'est important ce que tu dis parce que quand on est compositeur, on voit vraiment le côté créatif, le côté on va faire des projets cool et tout ça. Faut aussi penser qu'on reste un business, qu'on a besoin, pour que ça dure le plus longtemps possible, faut gagner de l'argent. Parce que si tu gagnes pas d'argent, tu vas pas pouvoir durer 10, 20, 30 ans, 40 ans, tu vas te démotiver, tu vas devoir faire d'autres choses à côté. En fait, c'est pas sain pour toi, c'est pas sain pour tes clients. Et le fait de pratiquer des tarifs plus chers, en fait, tes clients, ils savent à quel prix s'attendre. Et tu vas délivrer une prestation de bonne qualité. Et si les clients sont contents à la fin, en fait, ils te rappelleront. Et c'est plus facile de garder des clients tous les mois que de devoir en rechercher constamment. Parce que ça, c'est la course après. Enfin, si tu es obligé de chercher constamment des nouveaux clients, et parce que les autres clients, ceux d'avant, ils veulent pas te rappeler ou ils te donnent aucune nouvelle, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Ouais, puis avec un bon tarif jour, ou tarif à la minute, tu es plus enclin aussi à peaufiner, tu vois, à faire à prendre le temps, travail de quali. Alors que sur certains, tu te diras, bon, là, ça passe, on va rester sur de la validation basique, et puis tu vas peut-être mettre un peu plus mouiller le maillot, tu vois. Ça, c'est clair. Je te l'avais annoncé avant l'interview. Oui. On arrive au moment fatidique. Est-ce que tu as une recommandation, un plugin, un instrument ou une vidéo coup de cœur, un truc que tu aimerais faire découvrir aux gens, justement, qui suivent la chaîne? Ça peut être tout n'importe quoi. J'ai pas révisé. J'ai pensé à un truc, et on pourrait partir sur un débat sur l'IA. Et je pensais, en fait, là, au dernier Black Friday, j'ai craqué sur le Sound ID, le Voice AI de Sonarworks. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'est marrant parce que ce truc-là, je m'en suis servi pour l'instant que en test. J'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Et surtout, c'était un outil d'IA qui était expressif. Parce qu'en fait, tu prends des voix déjà toutes faites, mais en fait, tu peux modifier ta voix. Moi, je l'ai pris à la base en me disant, tu sais, quand tu fais... tu as besoin de faire plein de voice effects pour... et tu vas pas, en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, tu n'aurais pas le budget pour caster plein d'acteurs et tout ça. Il te faudrait des milliers de voix. C'était un peu ce que je disais aux gens qui voulaient faire des jeux vidéo. Vaut mieux faire, si tu as le budget, de faire une seule voix mais qui parle beaucoup, plutôt que plein de petites voix. C'est plus compliqué, en fait. Oui. Dans ton jeu vidéo, ça tout de suite, ça te coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut booker beaucoup d'acteurs. Et donc, en fait, pour faire plein de voix rigolotes, je me suis dit, tiens, comme ça, je pourrais faire une voix de fille facilement. Finalement, c'est pas pire qu'un sonomorphe, tu vois. Et on peut parler du côté éthique, justement, d'utilisation de l'IA. Et je suis tombé sur un docu, justement, récemment d'Arte, là, qui explique un peu, justement, l'ambiguïté que tous les créateurs sont avec l'IA. Et moi, je trouve que cet outil-là, tu vois, alors je ne l'ai pas utilisé, mais quand j'en ai parlé, les gens sont un peu « Ah, mais c'est de l'IA, tu vois ?» Et à la fois, c'est un côté, on n'est pas sur un Suno ou un truc comme ça, tu vois, qui va générer, qui va prendre du boulot pour le voler. Là, on n'est pas, je crois qu'on ne vole pas quelque chose. Là, on est sur un outil créatif qui est de l'ordre, à mon avis, de la révolution quand on a fait des banques de samples orchestrales super quali. Tu as une vraie voix qui est super expressive. Et sur ce docu-là, les mecs, c'est cool. En fait, tu vois, il y a un artiste, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, il sample son piano et puis il le passe par le plugin de génération de voix. Là, ça fait une autre note. Et en fait, pour le coup, je trouve ça c'est cool. Tu vois, c'est l'IA, mais utilisé dans un but créatif. Et donc voilà, donc je voulais parler je me proposais de parler d'un plugin, donc je voulais parler de ça. Et puis ça fait une piste de réflexion sur nos métiers qui vont pas mal évoluer, je pense, d'ici 5 ans. Toi, je sais pas si tu as déjà utilisé... Tiens, c'est moi qui pose des questions. Tu vois. Allez, changeons d'interview. Allez. Est-ce que tu as utilisé l'IA récemment? Est-ce que tu comptes l'utiliser dans les jours qui viennent? Ou dans les mois qui viennent? Est-ce que tu penses c'est quelque chose qui va pénaliser ou qui va au contraire, te donner plus d'opportunités? Est-ce que j'ai utilisé l'IA? Oui. J'ai notamment testé Suno parce que j'étais quand même curieux de voir ce truc-là et je trouvais ça assez marrant. Et j'ai fait le test parce que j'ai des amis qui s'amusent avec. Et en fait, ce qui est marrant sur Suno, c'est que tu vois la différence entre quelqu'un qui fait de la musique et quelqu'un qui n'en fait pas du tout. Un truc tout bête, eux, ils ont écrit des paroles, tu vois. Sauf que, effectivement, ça rimait, mais tu vois, sur le nombre de pieds, sur la rythmique, sur le fait de est-ce que c'est chantable, etc.,
Tu sentais la différence. Moi, je me suis amusé sur Sono. J'ai vraiment fait une vraie chanson. Bon, c'est une parodie, c'était pour m'amuser. Où j'ai mis ma structure, j'ai précisé solo, j'ai précisé machin. Et quand j'écrivais la chanson, je la chantonnais en même temps, tu vois. Pour voir si, justement, j'arrivais à chantonner un air, tout ça. Et systématiquement, quand tu le mets dans les mains de quelqu'un qui fait de la musique et quelqu'un qui ne fait pas de la musique, il y a toujours une différence de qualité dans la structure, dans les trucs. J'ai fait écouter la musique à tous mes potes. À chaque fois, je leur fais écouter la musique Sono que j'ai écrite, en définissant le genre et tout ça. À chaque fois, ils l'ont dans la tête à la fin de journée. Parce qu'en fait, j'arrive à faire des airs très entêtants, même dans les paroles, tu vois, parce que je sais où est-ce qu'il faut que je m'appuie, les références et tout ça pour que ça marche, tu vois. Eux, ils savent pas le faire. Donc, je pense qu'à mon avis, va y avoir déjà une part de cette dynamique-là, c'est que l'IA va rentrer dans le truc. Et je pense, moi, j'ai toujours dit, l'IA pour 2 trucs, ça va être trop fort. Le mix. Pour te donner son avis sur des erreurs de mix que tu as fait et te proposer des versions, ça va être trop fort. Ça va résoudre des problèmes de phase, de mid-side, de trucs comme ça. Ça va être très fort. Les banques orchestrales vont gagner en une qualité pour les liaisons entre les différents fichiers son. Ça va être différent. Je pense que de plus en plus, la différenciation entre un vrai orchestre et un VST va être de plus en plus dur à différencier grâce à ce truc-là. Et je pense que pour combler du vide ou donner des idées, je pense que ça sera vraiment très utile. Donc ça, pour moi en fait, l'IA va vraiment être un assistant de studio quoi, qui va te donner des idées, des suggestions, etc. Maintenant, alors pour le coup, le truc, il est pas justement ce Sound ID machin là fait des instruments, mais c'est pas encore ça. Mais eux, parce qu'ils veulent le faire à partir de la voix en fait. Mais normal. Oui, mais j'ai un peu le même point de vue que toi en termes de tout ce qui est en fait remorphing, régénération en fait d'instruments solo. À mon avis, on va être sur quelque chose de complètement dingue d'ici quelques années. Ouais. C'est ça. Après, est-ce que l'IA va remplacer les prods? Alors, dans le jeu vidéo, je pense que c'est mort pour plein de raisons. Déjà, les questions de droit d'auteur. En fait, ça c'est trop compliqué. Enfin, vraiment, Ubisoft ne prendra jamais le risque de se prendre un procès pour droit d'auteur sur des trucs comme ça. C'est mort. C'est ça. De toute façon, il y a les freins, il y a le juridique et l'empreinte écolo aussi. C'est ça. Parce que c'est le coût, la puissance de calcul, tout ça. Le coût, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en quelques années, le coût de génération devient quasiment plus cher que de prendre un compositeur, en fait. Donc, pour que ça soit rentable, il faut qu'il fasse de la masse. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que massivement, les gens utilisent le truc et payent pour ça. Donc, c'est compliqué. Est-ce que les gens vont avoir envie de faire ça surtout. L'image de l'IA actuellement, elle est très mauvaise. Donc, ça aussi, c'est très compliqué. L'opinion publique est très mauvaise, donc c'est très compliqué de l'imposer. Et t'as tout. Enfin, pour moi, les milieux qui vont en souffrir direct, c'est tous ceux qui sont déjà pas rentables et où on s'en fout en fait de ça. Genre, je pense, tu as au film d'entreprise, tout ce qui est corpo et tout ça. C'est déjà le cas. En fait, on rigolait. Je sais pas, tu regardes certaines vidéos YouTube, t'as des paroles qui sont générées en fait, qui sont ni de l'anglais. Tu sais, c'est comme les mains à 5 doigts en fait sur les les mains à 5 doigts. Les mains à 6 doigts. Les mains à 6 doigts. Voilà, regarde. Les mains. Et en fait, sur les chants, c'est pareil. Si jamais tu écoutes le refrain, en fait, c'est du yaourt. Donc en fait, ils font des super trucs entraînants. Tu dis ça, en fait, ça passe bien. Et quand tu commences à écouter précisément, tu te rends compte qu'en fait, en fait, ils parlent ni en anglais ni en je sais pas quoi. Et c'est assez marrant. Et surtout, en plus, c'était des milieux qui déjà étaient sur le fil du rasoir constamment. Les mecs qui font du film corpo comme moyen de vie, ils sont sur un fil du rasoir constant. Et c'est compliqué. Et c'est déjà compliqué pour eux de payer des gens. Donc en fait, déjà, ils allaient sur d'autres jungles pour 90% ou trucs comme ça, tu vois, pour essayer de trouver des musiques de banque. Donc déjà, ils payaient pas des gens. Maintenant, ils vont payer un service pour faire de la musique, machin, ce qui va leur permettre de faire plus de flux. Donc eux, ils vont gagner un peu plus d'argent, mais effectivement, il y en a qui vont... Enfin, les musiques de banque, ça va être plus compliqué. Maintenant, moi, je pense que la musique à l'image et la musique dans le jeu vidéo ne sera pas impactée, ou très peu, parce qu'il y a ce côté-là. Et de toute façon, dans le jeu indé, s'ils veulent faire du jeu indé, c'est parce qu'ils veulent retrouver ce côté à échelle humaine. Donc c'est pas pour remplacer forcément par de l'IA. C'est vrai. Oui, il y a le côté... éthique et politique. C'est ça. Et les plus gros studios, même s'ils voulaient le faire, ils auraient une problématique d'image en fait. Ternir une image, on l'a vu avec pas mal de studios récemment, si tu te donnes une mauvaise image, ça va impacter les ventes de ton jeu et donc t'as pas envie de ça. Donc ils éviteront de le faire. Après il y a des trucs, ça se verra pas, je pense, quand ils l'utiliseront. Enfin, s'ils réfléchissent sur les... Oui, mais tu sais très bien que s'ils ne le disent pas publiquement, t'auras des fuites d'infos à un moment donné qui se sauront, et là c'est le bad buzz et c'est l'effet 13-13 quoi, donc je pense que s'ils le font, déjà va y avoir une grosse phase il va falloir encadrer ça juridiquement, il va falloir faire plein de trucs pour que ça soit possible légalement, et quoi qu'il arrive, je pense que ça servira à les compositeurs pour une raison, c'est que avoir un Hans Zimmer sur un projet de film, ça vaut beaucoup plus que d'avoir un Hans Zimmer en IA en fait.
Ah oui. C'est une valeur de dire avec la musique de, en fait, tu vois. Donc je pense que ce truc-là, Oui, il y a un côté, un peu comme, tu vois, c'est pas parce que t'as Fender et Gibson qui font des guitares en Chine que t'as pas des luthiers en Corse qui font des super instruments et qu'ils en vivent pas, en fait. C'est pas incompatible, en fait. C'est comme les plats surgelés avec le nom du grand cuisinier, comme, c'est ça. C'est ça. Non, ça me fait penser à Pluto, tu sais, le film d'animation, là. Il y a un épisode, je crois que c'est le premier. Tu veux savoir pourquoi il y a 8 ans de cela, j'ai tué un humain? En fait, justement, on aura peut-être un super assistant robot humanoïde qui voudra finir les morceaux à notre place. Et on sera obligé de dire non, vas-y, on veut garder la part de créateur. Alors qu'en fait, il fera tout forcément mieux que toi. Après, franchement, si nous crée une IA qui gère tout l'aspect comptabilité et paperasse en France, franchement, moi je signe. Ouais. Alors là, tous les jours. Ah oui, ça tout le monde. Ouais. Je pense que là, s'il y a des gens qui veulent lancer un business, là, franchement, faites ça. Vous allez devenir blindé de thunes. Parce que le nombre de personnes qui n'ont pas envie de se fâcher avec la compta, et que je suis sûr qu'on peut automatiser une grande partie du process, parce qu'en fait, faut juste suivre des règles, quoi. Ça. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance à ne pas être très négatif là-dessus, parce que voilà, on voit la direction que ça prend, et on voit comment ça se passe, et on voit bien que c'est pas tenable, en fait, de juste remplacer tous les compositeurs par des IA, en fait. Par contre, c'est effectivement une révolution à plein d'échelles, parce que ça va permettre de simplifier la vie de beaucoup de gens sur pas mal d'étapes, tu vois. Genre l'automatisation par IA, franchement c'est magique, hein. J'ai vu des gens qui avaient automatisé leur boîte mail, ce qui fait que par exemple, tu vois, quand tu reçois des factures, tu sais, de logiciels, de trucs comme ça que tu payes tous les mois, bah en fait au lieu de te faire chier à l'envoyer à la main, bah eux en fait ils ont une IA qui s'occupe lui-même de le déposer sur leur espace comptable, en fait. Ah oui, du coup, ah oui. Et ça c'est trop bien, parce qu'en fait tu n'apportes aucune plus-value à trier ta boîte mail, en fait ça n'a aucun intérêt, et c'est une raison de perdre du temps, tu vois. Clairement, ouais. Donc tu vois, pour des trucs comme ça, clairement moi je pense que ça va être très valorisé, tu vois. J'avais fait une vidéo sur l'IA il y a un petit moment, et j'avais fait la comparaison avec justement, à une époque t'avais des salles remplies de à l'époque c'était des femmes, hein, voilà, l'époque voulait ça, qui faisaient la comptabilité à la main. Donc en fait elles avaient des carnets où elle remplissait toutes les informations des dépenses, des rentrées d'argent à la main, ce qui faisait que t'avais plein d'erreurs aussi, parce que erreur humaine. Oui. Et un jour, Excel est arrivé. Automatiquement, ça a divisé par 10 le coût. Tout a été informatisé. Est-ce qu'on reviendrait à ça ? Je pense pas, parce que c'est pas un métier très... t'as pas envie de passer ta vie, 40 ans de ta vie à remplir des lignes à la main en texte, quoi. Mais ça arrive, et puis comme je disais... il y a 20 ans, data analyst, ça n'existait pas. Oui, il y a d'autres métiers qui sont créés, d'autres qui ont été supprimés, oui, c'est sûr. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, le marché il évolue, les besoins évoluent. Oui, de toute façon, mais je me dis qu'il y aura toujours besoin, de toute façon, de faire les jonctions et d'avoir un esprit critique. Moi, pour l'instant, même quand je fais du brainstorming, je me sers des fois du chat ou de ChatGPT pour avoir des idées quand je creuse, ou pour me conforter. En fait, je pense que, j'en parlais avec un autre gars, pour moi, l'IA, pour l'instant, c'est un stagiaire. C'est un gars qui fait les choses bien, mais il faut toujours repasser derrière pour vérifier, en gros, ce qu'il a fait, quoi. Et tu vois, si on prend l'exemple de ChatGPT, les meilleurs trucs, c'est pas ChatGPT de base, c'est les gens qui ont fait des profils ChatGPT bien entraînés. Et de là, en fait, tu vas tirer quelque chose de super intéressant et qui marche bien. Mais en fait, je pense que le meilleur outil IA, c'est un outil IA qui a été retravaillé par un humain derrière, avec vraiment des spécificités où tu vois, t'as fait un travail humain, mais tu peux pas juste mettre une IA et puis débrouille-toi, ça marche pas comme ça. Par contre, ce qui est cool, c'est que vraiment moi je le vois, hein, ChatGPT, entre maintenant et il y a 2 ans, le gap de ce qu'il te propose et de la merde dont il répond. Avant, moi je me rappelle, ChatGPT, tu lui demandais un truc, si tu restais dans la même conversation, au bout d'un moment, il bouclait très vite, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, tu es obligé de relancer des conversations constamment pour avoir un truc. Maintenant, tu peux rester dans la même conversation, il garde en mémoire tout ce que tu lui as dit, mais il part pas en cacahuète, tu vois. Ça, c'est trop marrant. J'essayais de le faire rire, de faire des blagues, et puis... Il avait un côté un peu très froid. Oui. Il essaye quand même de mettre un peu d'humanité, mais tu sens que c'est tellement embarrassant. C'est marrant parce que je trouve que justement, t'as des IA qui sont plus forts pour le côté justement humain, etc. que genre Gemini, pour l'avoir testé un peu. Ouais. Quand tu lui demandes de faire des blagues, j'ai plus souvent rigolé qu'avec ChatGPT, par exemple, tu vois. Donc je pense que c'est aussi la manière dont est codé l'IA. Mais ouais, je pense que de toute façon l'IA c'est un truc on va devoir faire avec. Maintenant de toute façon on voit très bien la direction que ça prend, la réglementation qui doit se mettre en place.
L'enjeu après, c'est de voir, c'est de s'adapter. Tu vois, je faisais aussi la comparaison, tu vois, avec quand il y a eu le Covid. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé. Une des raisons, c'est que la plupart ne voulaient pas s'ouvrir à Uber Eats, à Deliveroo. Et ça a posé des problèmes. En fait, si tu t'adaptes pas aussi et que tu ne prends pas en compte les nouvelles technologies pour rester un peu à jour, bah oui, au bout d'un moment, tu meurs. Mais c'était pareil dans la musique. Hein, quand on est passé de l'analogique au numérique, il y a beaucoup de studios qui sont morts. Ah oui, là, ça continue. Hein, ouais. Bah oui. Mais parce que voilà, les deux se mélangent bien, mais il faut aussi apprendre à s'adapter, tu vois. Sinon, c'est compliqué, quoi. Et bah écoute, je pense que c'était pas mal. Il faut apprendre à s'adapter. C'est ça. On finira là-dessus. C'est très bien. Merci de ton temps. C'était cool. Je pense que c'était super intéressant. Merci. Simplement, merci. merci. Non, mais c'est toujours agréable de parler avec un confrère, quoi. Bien sûr. Un confrère médecin. Bienvenue dans le cercle. Le cercle. Ouais. On a tous signé le serment d'Hippocrate, bien sûr. Ouais. C'est une hypocrite. Non, le serment. Et bah écoute, on va finir là-dessus. C'était cool. Et puis à la prochaine. Ça marche. Ciao. Ciao.